Et logiquement, nous sommes en direct. Alors, on va faire un petit départ fictif, hein, comme la dernière fois. Non, monsieur Ludo Verdose, nous ne sommes pas en retard. Il est 21h pétante sur le méridien de Greenwich et nous sommes déjà présents. Tu vois, mais on va attendre un petit peu d'avoir vos premiers retours, savoir si vous nous entendez bien. Et ensuite, on va faire un vrai départ de ce podcast comics. Est-ce que vous nous entendez de bonne Ouais, moi je manière? t'entends. Spider-Man, t'es toujours là? Je suis toujours là. Bonsoir Ludo Verdose, bonsoir Diaoul, bonsoir les comics de Fred, bonsoir Vincent Roche. Ah mais c'est toi Vincent Roche. Rire gag. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Impec, magnifique. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir commencer, si vous êtes d'accord. Donc, c'est parti. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la rubrique de G pour un second épisode, un second podcast de la rubrique Geek. Pour m'accompagner ce soir et comme chaque soir, où on fera un petit podcast, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dramoun. Bonsoir Dramoun. Salut, bonsoir à tous. Et j'ai également le plaisir d'avoir Spider-Matt qui est là. Comment vas-tu Spider-Matt? Très bien, bonsoir à tous. Comme vous avez pu le constater, je crois qu'on a à peu près un petit peu plus de 2 semaines, tout de suite après le premier podcast. Donc avant de commencer, on veut vous signaler que du coup, on essaye de monter en compétences. Donc voilà, donc Spider-Man a un nouveau micro, j'ai un nouveau micro, donc techniquement, le son devrait être toujours un petit peu mieux. Et grâce à James de Comics Discovery qui a galéré, oh putain, il a passé des heures avec moi sur Messenger à m'expliquer comment on faisait pas à pas. J'aurais pu quasiment l'appeler Daddy ce soir-là tellement il m'a aidé. On a un flux RSS, machin, j'y connais rien, j'y comprends pas grand-chose, mais du coup, les podcasts, la rubrique Geek seront disponibles à chaque fois sur Spotify et sur iTunes. Et donc du coup, voilà, pour ceux qui ne seront pas en live, vous pourrez le retrouver sur YouTube ou bien sur les principales plateformes de podcast. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc on vous remercie. On voit qu'il y a encore pas mal de monde qui est là ce soir. Salut Florence, salut tout le monde. Voilà, il y a vraiment Cédric Moncel. Il y a vraiment pas mal de monde. Du coup, si vous voulez, on va commencer. Alors je vous annonce un petit peu, on va dire, le programme de la soirée. On va commencer une petite introduction avec nos geekeries du moment. Gentiment, on va vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on geek depuis la dernière fois qu'on s'est vu pour ce podcast. Ensuite, on va partir pour nos 3 chroniques. Les 3 chroniques qu'on a préparées avec amour. Voilà. Je vous annonce pas encore les chroniques, les sujets que nous allons développer tous ensemble. Et ensuite, on passera au débat du mois. Un débat qui nous tient vraiment à cœur, étant donné qu'on n'est pas tous du même avis, mais je pense que c'est un débat qui peut être super intéressant. Et le titre de ce débat, c'est Tom King, héros ou escroc. Voilà, un titre évidemment putaclic, mais on va dire que Tom King est un scénariste qui ne laisse personne indifférent et on peut aimer ou pas ses différents travaux. Voilà. Et donc, on va essayer tous ensemble de discuter un petit peu de ça et d'exposer nos avis. Et on espère évidemment recueillir à chaque fois les réactions du chat. Et on terminera, pour pas se quitter comme ça, on donnera 5, 10, 15 minutes, suivant, voilà. On terminera avec vos questions. Si vous avez des questions, on va vous inviter à ce moment-là à nous les poser, puis on essaiera d'y répondre le plus simplement possible, en sachant qu'il ne faut pas nous demander des trucs de fou, on est des lecteurs comme vous, donc n'allez pas nous demander des trucs de dingo, mais voilà, c'est histoire de terminer sur une petite note conviviale. Voilà, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, tout est clair. Écoute, très bien. Je pense qu'on peut commencer tout de suite avec les geekeries du moment, et j'ai envie direct de te passer la parole, mon cher Dramoun. Mais qu'est-ce que tu geeks en ce moment depuis la dernière fois qu'on s'est vu pour ce podcast? Alors, ce que je geek, il y a quelques temps, du coup, il y a des gens qui m'ont donné envie d'aller plus loin dans Berserk, hein, même si en réalité, j'avais déjà envie d'aller plus loin. Et du coup, en fait, je suis en train de rattraper mon retard sur Berserk petit à petit. Là, je suis à la moitié parce que je suis au tome 20, il y en a 40 de sortie. Et en fait, en termes de série, je me remate une nouvelle fois ce que j'estime être, à mes yeux, la meilleure série de tous les temps, qui est la série que je porte le plus haut dans mon cœur, qui est The Nick. Et donc, je la regarde en fait à nouveau.
parce que je suis amoureux de cette série. Tout simplement. D'accord. Bah, je connais pas du tout, tu vois. Tu peux nous en dire un peu plus? Je conseille. Alors The Nick, en fait, c'est l'évolution de la médecine à partir de 1900 en fait à New York, mais c'est dans le contexte avec l'hôpital, avec le fait que les Noirs sont pas acceptés, le racisme qui est présent, la place de la femme, la place de la noblesse, la noblesse, du coup de la bourgeoisie par rapport aux pauvres, tous ces trucs-là, la question de l'avortement, et en fait ça traite tout ça, et c'est réalisé par Steven Soderbergh. Steven, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Bah, déjà que t'es paumé, Steven, hein, on va se le dire. Et c'est interprété par Clive Owen, qui est un peu connu, et par un acteur dont je vais vous retrouver le nom tout de suite. Et c'est dispo sur Netflix ou pas? Non, pas du tout. C'est pas du tout dispo sur Netflix, mais Dommage. avec André Hollande, il s'est un peu fait son nom là-dedans, et André Hollande, vous avez pu le voir du coup depuis dans Moonlight, dans le documentaire, dans le faux documentaire sur la NBA sorti par Steven Soderbergh sur Netflix, ou même du coup dans la série Castle Rock l'année dernière, qui était inspirée des œuvres de Stephen King. Et c'est vraiment palpitant, et moi j'adore cette série. J'ai également fini du coup The Big Bang Theory, parce que The Big Bang Theory s'est terminé la semaine dernière. Donc le final. Donc j'ai terminé ce Big Bang Theory. Bah moi, tu vois, j'ai un retard sur la dernière saison. Va falloir que je m'y mette aussi sérieusement à The Big Bang Theory là, pour rattraper cette dernière saison. Et du coup, t'as terminé? Ouais, bah c'est... Même pas un petit puzzle, un petit Lego. Je t'avais dit que je t'en parlerais. J'ai terminé The Big Bang Theory. En fait, The Big Bang Theory, du coup, ça se termine un peu avec un côté, on va dire, un peu larmoyant, etc. Après, moi, mon sentiment, ça reste qu'on est à 12 saisons, et je reste vraiment avec l'impression que les dernières saisons sont vraiment en dessous des premières. Et le niveau, en termes de niveau d'écriture, etc., je trouve qu'ils ont eu du mal à se renouveler, quoi. Ça surfe beaucoup sur les mêmes vannes, sur les mêmes surfent sur la vague qu'ils ont créée, quoi. Ouais, et autant je trouve que jusqu'à la saison 8, saison 9, ils arrivaient vraiment à se renouveler, vraiment à créer de nouvelles choses, des nouvelles situations. Autant je trouve sur les dernières saisons 10, 11, 12, ça stagne. Ça reste pas mauvais, mais quand tu vois le niveau d'avance, je trouve que du coup, ouais, ça stagne. Et toi, mon cher Spider-Matt, qu'est-ce que tu geeks en ce moment? Bah, j'ai aussi fini The Big Bang Theory avec une très bonne fin. J'ai aussi regardé la saison 8 de Game of Thrones avec une fin que j'ai trouvée nettement moins bonne. Sinon, en comics, j'ai continué The Boys. Là, j'en suis au dernier tiers, en fait. J'attaque le tome 5. Toujours aussi bon. Et sinon, j'ai lu le manga Goldorak. Donc, le vrai manga papier Goldorak. Et c'est quand même quelque chose à lire pour quelqu'un qui a grandi avec Goldorak, quoi. Et c'est marrant parce que c'est beaucoup plus violent, en fait, que le dessin animé qui a vraiment été lissé à l'extrême. Ouais. Genre, là, dans le manga, t'as un Golgoth qui a attaché des otages sur son armure, vivant, et qui dit à Goldorak, vas-y, maintenant, frappe-moi. Donc, on est loin du dessin animé de mon enfance. Et du coup, ouais, c'est intéressant de voir le matériau originel, quoi. C'est en combien de tomes et ça sort chez qui? Alors, c'est Black Box qui avait réédité ça. En tout, il y a 5 tomes, dont un one-shot, en fait. Ah ouais, ça va vite, en fait, 5 tomes. Ouais, ça va assez vite, ouais. Et c'est vraiment sympa à lire. Eh ben, c'est cool. Autre chose, autre geekerie. C'est tout pour moi, mon cher G. Mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai geeké? Moi, je me suis tapé l'intégralité de The Umbrella Academy, certainement pour préparer un futur sujet pour ce podcast. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, étant donné qu'on va forcément un moment ou un autre en reparler, mais j'ai passé un super moment. Vraiment, j'ai surkiffé Umbrella Academy, mais je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. J'ai eu le plaisir d'aller à Comic Zone à Lyon
pour le FCBD, donc c'était vraiment super cool. Au-delà de l'événement FCBD, dont voilà, je pense que tout le monde a un peu parlé et qui était génial en somme. C'était la première fois que je le faisais directement à la maison mère. J'ai pu voir Jérém, Fredo, Slim Comics, des artistes. Enfin, c'était vraiment génial. J'y étais allé avec ma femme. On a passé une petite journée absolument mémorable. On a parlé de tout. De comics, de YouTube, de plein de trucs. Enfin, c'était absolument une journée mémorable et qui faisait simplement plaisir et qui nous a mis vraiment du baume au cœur, à ma femme et à moi. Et on est reparti sur Saint-Étienne avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'était vraiment un super moment. Sinon, en lecture, Magic Order, mais ça, j'en ai parlé, j'ai fait une petite review sur ma page Facebook. Et là, dernièrement, j'ai suivi avec attention le tome 5 de Green Lantern Rebirth, qui est, ma foi, très sympathique. Venditti au scénario, je suis pas forcément le plus grand des fans, mais disons que quand Rafa Sandoval prend la plume, ça sublime tout. Ce mec, au début de la série, il était vraiment en duo avec Ethan Van Sciver, et puis je trouvais que le style se complétait vraiment bien. Et là, je trouve que il a passé un cap encore dans son dessin, mais il fait des trucs de malade. Et rien que pour admirer ses planches, Green Lantern Rebirth 5, putain, faut le voir, quoi. Moi, je reste quand même, c'est pas la plus grande série des Green Lantern que j'ai pu lire, mais franchement, j'ai bien aimé. Je crois que tu l'as lu aussi, Matt, non? Oui, comme je te disais, pour moi, Green Lantern, que ce soit New 52, Rebirth, j'ai jamais été vraiment déçu en fait. C'est assez constant. C'est un bon moment et c'est du très bon cosmique. Ouais, moi globalement, j'ai bien aimé. Par contre, je sais pas du tout combien il y a de numéros qui sont prévus avant la fin de la série et l'arrivée du coup de Grant Morrison sur Green Lantern, qui va nous briser nos petits cerveaux une fois de plus. Et peut-être définitivement, je sais pas, je crois qu'il y a une 50aine de numéros prévus, je saurais pas te dire. Je sais pas, je sais pas du tout. En plus, comment dire, c'est pas toujours les mêmes formats avec Urban. Parce que je crois que les premiers étaient à 17 €, là ils sont à 22, il y a plus de chapitres. Ils sont beaucoup plus gros, hein. Le dernier est vraiment épais, hein. C'est un gros Popeye. Hein. Ils ont accéléré, même sur Flash. Mais puis voilà. Hein, numéros qui sont sortis, donc après, je sais pas en combien de tomes ça va faire chez Urban. Pour le coup, le rapport qualité, quantité, prix, il n'y a rien à dire Urban. Là, pour le coup, c'était vraiment un bel album format de luxe, vraiment très très chouette. Voilà, c'est tout à peu près pour moi, pour ces petites geekeries du moment. Et putain, il y a vraiment plein de monde sur le chat encore, ça fait vraiment super plaisir. Donc pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions sur les sujets qu'on va aborder là maintenant dans nos chroniques. Et puis si vous avez des questions un petit peu plus larges, je vous invite à les noter et en fin d'émission à nous les poser et on pourra éventuellement y répondre. Tu vois, comme par exemple Diaoul qui me demande si j'ai lu Superman tome 0 et je vais te répondre tout de suite non, mais tu peux me reposer la question éventuellement en fin d'émission, peut-être que ça aura changé. Spoil, absolument pas, ça n'aura pas changé. Et je n'ai pas lu ça. C'est du Bendis, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a tout pour pas que j'y aille. Bendis, Superman, je passe. J'ai pas trop envie. Mais peut-être à tort pour le coup, mais bon, on peut pas tout acheter. Donc là, c'est vraiment, j'ai pas été dessus. Et ben les gars, je vais vous proposer de commencer nos chroniques. Nos super chroniques qu'on a passées... on a passé quand même pas mal de jours à les fignoler, à vous faire un petit truc, mon petit, qui soit vraiment sympa à écouter. Et je passe la parole tout de suite à Spider-Man qui va nous parler d'un vieux comics, pour le coup, Irrécupérable, par Mark Waid. Et je te passe la parole, mon poulet. Oui, alors Irrécupérable, donc c'est une série de 37 numéros édités chez Boom Studio. Donc comme tu l'as dit, écrit par Mark Waid, de 2009 à 2012 en fait. Ouais, ça commence un petit peu à dater. Ça avait été édité en France chez Delcourt en 7 tomes. Et au final, c'est passé un peu, j'ai l'impression, inaperçu. On n'en parle plus trop. C'est vraiment une très très bonne série. Donc, la majorité des numéros avaient été dessinés par Peter Krause et Diego Barreto. Donc, ces deux dessinateurs, ils ont un peu taffé pour Marvel et DC.
Mais enfin, moi je les connaissais pas plus que ça, mais enfin ils font un boulot remarquable. Je t'avais montré quelques images. D'ailleurs. C'est très C'est joli. vraiment, ouais, c'est très propre. Et donc, je vais vous expliquer de quoi ça parle déjà. Donc en fait, le comics s'ouvre sur le Plutonien. Donc c'est un être, un super-héros qui a les pouvoirs de Superman. Il a quasiment tous les mêmes pouvoirs que Superman. Il a passé sa vie à faire le bien, il a inspiré le monde entier, comme Superman. Seulement là, pour une raison inconnue, en fait, le mec il vient de craquer. Il vient de craquer, il vient de raser la ville qu'il protégeait, il a tué des millions de personnes. Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, il se met à traquer tous ses anciens coéquipiers de ce qu'on peut appeler leur ligue de justice, qui s'appelle le paradigme. Et il va tous les éliminer un par un, ou essayer de le faire, et dans la foulée, buter leur famille. Voilà. Donc, sur ce postulat de départ, l'histoire elle va alterner avec le présent, le plutonien, il a pété un câble, et donc ses coéquipiers vont essayer de l'arrêter, et en même temps sur des flashbacks du passé. On va un peu remonter son enfance aussi au plutonien, parce qu'en fait on sait pas, personne ne sait d'où il vient, comment il a eu ses pouvoirs, on ne sait pas. Et on va essayer de comprendre pourquoi en fait il a craqué. Et donc Mark Waid, donc, qui est un auteur très prolifique, qui a beaucoup écrit pour les super-héros, le mec, voilà, et il connaît donc les super-héros sur le bout des doigts, il a voulu se faire plaisir en imaginant ça, si un jour Superman craquait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'arrêter, comment ça se passerait. Et donc la psychologie du plutonien, en fait, elle est super intéressante. Donc on va se demander pourquoi il a pété un câble, et est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs. Est-ce qu'il y avait des micro-expressions, des choses qu'il a pu dire avant qui auraient pu faire présager que le mec avait basculé. Et la reconnaissance en fait du public est au cœur du récit en fait. On va se rendre compte que le mec, il faisait vraiment ça en fait pour la reconnaissance, pour vraiment être aimé du public. Et en fait, on peut se demander. Enfin, moi, pendant le récit, j'ai vraiment toujours fait le parallèle avec Superman, en me demandant, en fait, comment le mec il fait pour supporter avec sa super ouïe tout le monde qui appelle à l'aide tout le temps, tout le monde veut de l'aide, et pour les gens, c'est normal qu'ils viennent les aider, quoi. Et en même temps, il a toujours un espoir, en fait, de rédemption. Un peu, en fait, on rentre un peu dans la théorie de la dissonance cognitive, en fait. Le mec, il a été tellement loin dans ses méfaits qu'il se dit c'est trop tard, ça sert à rien que j'arrête maintenant et que je refasse le bien, j'ai été trop loin, autant continuer à faire le mal en fait. Mais à chaque fois qu'un personnage lui vend un peu du rêve en lui disant en gros je peux refaire tout revenir comme avant, tu sens qu'il est tenté quand même, tu vois. Et en plus de ça, donc on va se rendre compte que la plupart des super-héros donc du paradigme, donc équivalent un peu de la Justice League, ils ont en fait tous un ego surdimensionné, ils sont névrosés, donc en fait ça en fait un peu une critique du genre, quoi. Ensuite, il y a aussi par exemple des petits trucs genre le détournement de l'identité secrète de Superman en fait. Si tu veux, là avec le plutonien c'est un Superman. Si t'aimes bien Superman, Irrécupérable, c'est vraiment un truc qu'il faut lire. Et pareil, donc il va s'inventer une identité secrète et compagnie. Et il va y avoir aussi une sorte d'histoire de relation avec une Lois Lane, on peut dire. Mais là, en fait, c'est très drôle, c'est la réaction qu'elle va avoir, et en fait, qui est beaucoup plus réaliste que Lois Lane et Clark Kent. Et on a aussi, sur tout droit, une explication en fait des pouvoirs du plutonien. Parce que quand tu regardes Superman sauver un paquebot, le lever dans le ciel, tu te dis comment le truc, il se brise pas en deux, en fait. Comme par exemple dans The Boys, où le héros, le protecteur, essaye de rechoper un Boeing qui est en train de s'écraser par la queue de l'avion. Un truc qui se pète en deux. Parce que physiquement, tu peux pas. Et donc là, en fait, ils vont apporter donc une explication plus ou moins rationnelle au pouvoir de Superman, quoi. Il y a aussi le côté intéressant en fait des pires ennemis en fait du plutonien qui vont devenir un peu l'espoir des survivants. C'est comme si Superman virait fou et qu'il fallait appeler Lex Luthor ou Brainiac pour pouvoir l'arrêter. Ah, d'accord.
Tu vois, donc il y a plein de trucs comme ça. Ils vont devoir faire des choix limites. Pareil pour l'armée des États-Unis qui, au final, ils vont devoir choisir un peu entre le moindre mal et quitte à sacrifier des milliards de personnes. Et donc, tu as les pauvres humains en fait, qui sont coincés entre deux feux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un récit qui va vraiment tambour battant. C'est vraiment révélation sur révélation. Tu as un univers très riche avec ses codes, ses mythologies. C'est vraiment, t'as un cliffhanger tous les 2-3 chapitres. Et pendant toute cette histoire, je me disais, mais merde, faut vraiment qu'il arrive à faire une fin exceptionnelle. Comics de 730, quoi. Et il trouve une fin mais vraiment digne de cette histoire, une fin vraiment magnifique. Et donc voilà, et en fait c'est vraiment un comics à conseiller à ceux qui aiment bien les critiques un peu dures du monde super-héroïque ou qui aiment bien Superman. Vraiment, ceux qui aiment Superman, c'est vraiment un truc à lire, quoi. Vraiment. C'est vraiment une justice avant l'heure. Et sans forcément sans frein, quoi. Et voilà, c'est ça. Du coup, parce que c'est un comics qui est sorti il y a quand même quelques temps du côté de chez Delcourt, et il est encore dispo ou pas? Alors j'ai regardé, le problème non, c'est que sur les 7 tomes, tu as au moins 3 ou 4 tomes qui sont plus dispo. Par contre, ils ont tout ressorti au format Kindle à 10€ le tome. Ouais. C'est déjà ça, quoi. Ouais. Fait chier. Ouais, ça mérite. Enfin, pourtant, franchement, ça mériterait vraiment une intégrale ou une sorte d'omnibus ou quoi, parce que c'est vraiment du très très bon. Mais t'es un enfoiré en fait. Ça fait 10 minutes, tu me vends un comics. Ça y est, je suis chaud là. Je me dis, bon, il y a récupérable quoi. On va devoir se le faire. C'est disponible? Non. Il va falloir pousser Delcourt à rééditer ça, quoi. Bah ouais, du coup, tu m'as mis l'eau à la bouche, quoi. Déjà le concept, il me tente quand même énormément. Et en plus, Mark Waid, et puis tu m'as montré quelques dessins. Dis donc, oui, on a envie d'en savoir plus quand même sur ce personnage et cette petite histoire. C'est vraiment que Mark Waid, en fait, le mec, il a tellement écrit sur les super-héros que tu sens vraiment qu'il maîtrise le truc à fond, quoi. Ouais. Et il s'est bien lâché dessus, quoi. Et il sait où il va. Il n'y a pas de temps manque. Tu m'étonnes. Eh ben, écoute, ça reste un bon conseil de lecture. Je vais me le noter pour plus tard. On va envoyer un petit message à Delcourt. Ça coûte rien, hein, en leur disant, dis donc, si t'y penses un jour, peut-être que je mettrais bien un petit billet sur Irrécupérable. Ouais, ça peut être très très cool. Dis-moi, tu veux rajouter autre chose sur cette petite chronique? Non, j'ai vraiment fait le tour. D'accord. Alors, je sais pas si on va prendre 2 minutes, mais si vous avez des questions sur le chat, des réactions plutôt à propos d'Irrécupérable, je sais pas s'il y en a certains qui l'ont lu. Et voilà, quoi. Toi, tu m'as dit que c'est sorti en 2009, c'est ça? Ah oui, en fait, en 2009, c'était la VO, mais Delcourt, je sais qu'ils les ont sortis pas longtemps après. Genre, ça devait être 2010 ou 2011 maximum, je crois. Entre 2010 et 2013 pour la VF. Ouais, voilà. Ils ont vraiment sorti la foulée. Et du coup, moi, je les avais lus à chaque fois que le tome sortait, en fait. Et là, pour la chronique, j'ai tout relu d'un coup les 7 tomes. Et vraiment, ouais, c'est un plaisir de tout lire d'un coup. Ça doit être trouvable de toute façon sur eBay, des trucs comme ça, parce que là, je regarde le chat et il y a des gens en fait qui sont en train de proposer de l'argent pour te buter éventuellement parce que tu as hypé tout le monde et à la fin, tu as brisé les rêves de tout le monde. Voilà. Il y a Ang qui va dans le sens de Spider-Man. De quoi? T'as Ang sur le chat qui va dans le sens de Spider-Man qui dit qu'Irrécupérable, c'est une tuerie. Et ouais, mais c'est plus disponible. On vous dit que c'est pas disponible. Le format Kindle. Non, après, je sais pas combien ils l'ont vendu, donc je sais pas si c'est un titre qui rééditerait, quoi. Ouais, mais c'est ça le problème. Mais je t'ai dit, pour moi, il est passé un peu. Après, c'était pas à l'époque où c'est sorti, c'était pas la hype des comics en France comme maintenant. Tu vois. Ouais. C'est vraiment beaucoup plus calme, hein, donc. Ouais, il devrait le remettre en avant, je pense. Ah, on a Cake Air, ça n'a rien à voir, hein, mais ça me fait plaisir. C'est pour toi, mon Dramoun, qui nous dit qu'il a acheté Motor Girl, qu'il l'a lu et qu'il a adoré. Et il a raison, c'est bien, je suis content. Donc, maintenant, tu peux dormir avec. Et là, tu auras atteint le stade ultime. Moi, j'ai viré ma copine de chez moi pour dormir avec Motor Girl. Et si tu vois, tu dors avec, t'es là, tu vois, au niveau. Si tu tâches la couverture, c'est encore le level au-dessus. On n'en dira pas plus.
Et j'avais trouvé le lot de 7 tomes à 30 €. Hang. Eh Ouh, ben, salaud, joli. bonne Bien joué. pioche. C'est peut-être c'est le genre de comics qui sera peut-être trouvable en occasion ou les trucs comme ça. Ces comics-là, c'est pas ces comics-là sur lesquels les gens vont spéculer malgré qu'ils soient plus édités ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Donc je pense Mm. que ça sera encore possible de les trouver en occasion à des prix, on va dire des prix raisonnables. Parce que quand on voit la plupart des titres qui sont plus réédités par Delcourt, ce genre de titres-là, il n'y a pas de spéculation là-dessus. Après, il y a Jules et Nico. D'ailleurs, je vous conseille, si vous connaissez pas Jules et Nico, je vous invite à cliquer sur leur petit avatar et aller découvrir leur chaîne. C'est deux copains qui se retrouvent en voiture pour parler des bouquins qui se prêtent tous les deux et des découvertes. C'est à la cool, dans leur bagnole, et moi j'aime bien. C'est des petits moments, tu vois, entre copains, un peu comme cette émission, voilà, où c'est deux potes qui partagent, qui se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas, ni ce que nous ne sommes pas, des grands spécialistes de comics. Mais voilà, c'est bon, c'est frais, c'est plein de passion. Allez voir Jules et Nico. C'est un plaisir que vous soyez là. Les gars, ça fait super plaisir. Je sais jamais lequel il est là, parce que bon, t'as Jules et Nico. Alors, est-ce que Jules est là? Est-ce que c'est Nico? Nous ne le saurons jamais. Il y a Dragnir, mes amitiés. Putain, plein de monde encore. Ça fait super plaisir, messieurs. Je sais pas quoi vous dire. Je crois qu'on peut passer à la deuxième chronique, si vous êtes d'accord. Allez, hein. Et c'est, il y a Jules et Nico qui font une remarque qu'il y aurait un film produit par Gunn un peu dans la même veine. Je suis curieux de savoir ce que Ouais. C'était ce que c'est. c'était en discussion apparemment pour une adaptation, je sais en tout cas. Et au final, Après, ça s'est jamais fait. c'est produit ou réalisé? Parce qu'en termes de réalisation, ça sera Il pas, produit. ça sera pas super. Ou des trucs comme ça, quoi. Je sais qu'il a produit pas mal de films qu'il n'a pas réalisé, donc je suis un peu curieux. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, Dragnir, il nous dit qu'il y a 3 tomes qui sont difficiles a priori à trouver. Il dit le tome 3 qui est un peu Ah non, le difficile. tome 3. Pardon. Oui. Bon, bah écoute, s'il faut braquer un petit vieux qui a irrécupérable, tome 3, on braquera, hein, qu'est-ce que tu veux. Non, mais c'est vrai qu'en occasion, en fait, vraiment se diriger vers les occasions, je pense qu'il y a vraiment moyen de choper les 7 tomes. Eh bien, nous choperons, mon ami, nous choperons. Je compte sur toi. Là, sur Delcourt, il y en aurait 4 qui sont plus dispo là. C'est ça. Donc le 1, 2 et 3, c'est mort. Par contre, ouais, les derniers, ils sont encore disponibles. D'accord. Après, du coup, vous pouvez au pire commencer par la fin et faire dans l'autre sens. Hein. Oh, Ça vous empêche de faire un ordre de lecture différent. Hein. Les gens donnent souvent des conseils de lecture pour la des voie persos. pas facile. Autant faire pareil pour Irrécupérable. Vous voulez un ordre de lecture, on vous conseille. C'est comme pour les Star Wars ou les trucs comme ça, tu vois. Mais n'écoutez pas cet homme. Tout à l'heure, il m'a blasé. Je vous fais juste une parenthèse. C'est le jeu, tu vois, tu fais un podcast, tu balances tes petits trucs sur les réseaux sociaux pour dire, bah les gars, ce soir, on est là, si vous voulez venir nous rejoindre, ça fait plaisir et tout. Et lui, depuis temps blanc, il annonce, oh bah moi, ce soir, je serai pas là. Espèce de connard, va. Il me nique ma pub, sans déconner. Bien sûr qu'il était là. Ah putain, il m'a blasé. Bah, c'est pas grave, c'était marrant. Jordan qui dit on le lit en mode manga, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dans un autre sens de lecture. C'est le conseil de Dramoun. Merci Dramoun. On va pas aller plus loin. Surtout vu la fin, ce serait con de se spoiler la fin, elle est tellement géniale en plus. Allez, vas-y, rajoute si encore ça change. Dites-nous si ça change vraiment. Il faut forcément tester, les gars. Ouais, c'est comme si tu regardes Titanic, mais tu regardes d'abord la fin. Tout le monde meurt noyé, et après tu regardes qu'ils sont tous sur le bateau. Je pense que ça te change un peu la perspective du truc. Bref, parenthèse. À la fin, c'est-à-dire que tu finis autour d'une partie de poker. C'est cool quand même. Bah, c'est quand même mieux que sur une porte. Hein. Surtout qu'en plus, on sait qu'il y avait de la place. Il y avait de la place. Connasse. Bref. Le mec qui a été marqué par Titanic. Allez, on va passer à la seconde chronique. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est pour moi et ça fait grosso modo 3 semaines que j'attends de vous présenter cette petite chronique.
Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'un manga, mais ça, je vous l'avais annoncé déjà la dernière fois. Un manga de Yasuhisa Hara. Parce que ce qu'on a dit la dernière fois, c'est toujours valable. C'est-à-dire que quand on a un nom japonais, il faut que ça vienne du ventre, tu vois. C'est japonais, ça vient de loin, c'est, tu vois, Yasuhisa Hara. Et donc, c'est un manga de Yasuhisa Hara qui est édité en France chez, j'ai peur de d'écorcher le nom, Meian, je sais pas trop, Meian, moi je dis, on verra bien. Et c'est en genre, c'est un seinen, c'est-à-dire que c'est plus conseillé, on va dire, pour des gens qui ont entre 16, 35, 40 ans, on va dire plus de 16 ans. Voilà. Alors pour les petites informations, c'est un manga qui a commencé à être prépublié au Japon dans Weekly Young Jump à partir de 2006. C'est une série qui est encore en cours à l'heure actuelle. D'après l'auteur, ça devrait compter au final une centaine de tomes. Donc on est vraiment sur quelque chose d'immense, de gros, de large. Voilà, c'est pas un manga, voilà, c'est une grosse œuvre. Et actuellement, il y a 54 tomes qui sont sortis au Japon. Et je crois que du côté de chez Meian, on est à 16, 17, 18 tomes de sortie. Donc c'est encore tout à fait possible de pouvoir les rattraper. Voilà. Alors, le pitch de l'histoire, on est grosso modo, c'est un truc historique. Entre guillemets historique. Ça se situe en Chine, on va dire 200 ans avant Jésus-Christ. Et donc, à cette époque-là, la Chine, elle est divisée. C'est pas une Chine qui est unifiée, elle est divisée en 7 gros royaumes, 7 grandes puissances militaires. Et on va partir de ce contexte-là, ça c'est le fond, voilà, le contexte, on va dire, historique, et on va suivre finalement le destin croisé de deux personnes. La première personne, on va dire que c'est un jeune garçon qui s'appelle Shin, qui est un jeune servant, limite esclave, ses parents sont morts, il a été recueilli, enfin c'est vraiment le dernier des gros-yots dans son village, avec lui et son copain. Il s'entraîne tous les jours à l'épée, quand il a un peu de temps, une épée en bois, enfin voilà. Et il n'a qu'un rêve, c'est de devenir, selon sa propre expression, un grand général sous les cieux. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, il y a toute cette image du grand général qui fait kiffer, qui le fait rêver, qui le fait fantasmer. Et il a envie de se sortir de sa condition entre guillemets de grouillot pour pouvoir essayer de conquérir le monde, ni plus ni moins, de devenir un grand général. Donc ça, c'est le premier destin, c'est ce jeune garçon, Shin, qu'on va suivre. Et très rapidement, on va faire la rencontre de, c'est pareil, excusez-moi si les noms ne sont pas bons, je les écorche peut-être, c'est Essay, voilà, qui est en fait le jeune héritier du trône de l'état de Qin, pareil, excusez-moi si je dis pas comme il faut l'état de Qin, admettons, on va dire Qin, et c'est donc un de ces 7 royaumes. Et c'est donc, ils ont tous les deux, je crois, 12-13 ans, si je te dis pas de conneries, j'ai plus tout à fait l'âge en tête, mais c'est vraiment des gamins. Et donc, ce garçon, c'est l'héritier du trône, qui est en même temps en difficulté parce qu'il a à 2 doigts de se faire renverser, si j'ose dire. Et en même temps, on sait dès le début de l'histoire que c'est ce garçon, ce petit garçon, qui va unifier la Chine tout entière. Il va la conquérir, il va l'unifier. On le sait déjà à la base. Et en fait, ces deux garçons vont se rencontrer et ils vont évoluer l'un avec l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de plus sur ce manga, si ce n'est que alors déjà la manière dont je l'ai découvert, c'est pas des coups de pub ni quoi que ce soit, parce que je voyais Jules tout à l'heure qui disait merci pour la pub et tout. C'est pas de la pub, c'est juste que voilà, moi quand on aime quelqu'un qui fait du bon boulot, des trucs qui nous plaisent, bon on en parle, c'est normal. Et moi je suis vraiment friand d'un podcast qui existe depuis une dizaine d'années qui s'appelle Comic City. Et je l'écoute, ça fait 1 an que je l'ai découvert, je connaissais pas du tout, et je l'écoute hyper régulièrement. Et j'entendais à chaque fois Sam qui nous parlait de ses lectures du moment, qui nous disait Kingdom. Et puis j'ai dit tu sais quoi, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, Kingdom. J'ai pris une tarte, mais c'est tout simplement monstrueux. Le truc que j'aime tout particulièrement dans ce manga, c'est que évidemment il y a un peu le délire de la quête initiatique de ces 2 gamins qui vont évoluer, qui vont grandir. J'aime beaucoup l'idée qu'on sache finalement entre guillemets la fin
On le sait des années avant, on sait que de toute façon, il va la conquérir, la Chine. Comment? On ne sait pas. Et assez rapidement, dès les premiers tomes de ce manga, on se rend compte que l'ampleur de la tâche de ce gamin d'unifier la Chine et l'ampleur de la tâche de l'autre gamin de devenir un grand général, mais c'est totalement dingue. Ça paraît irréalisable. Et tellement la tâche est immense. Ça paraît, mais totalement insurmontable. Et pourtant, on sait qu'il y en a un des deux, c'est sûr, c'est historique, il va y arriver. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça part du principe, ça s'appuie sur des faits historiques. Et derrière, ça brode un petit peu autour. Où commence le fait historique, où ça s'arrête, où commence la fiction, je le sais pas, j'ai pas envie pour l'instant de faire des recherches sur Wikipédia. Je sais que l'auteur s'appuie sur des faits historiques pour développer son histoire. J'en suis pour l'instant au tome, je crois, plus de 20 et tout. Enfin, j'ai dévoré le truc et c'est tout simplement génial. Les gros points forts, à mon avis, déjà, il n'y a pas de question de super pouvoir. C'est vraiment très cartésien, c'est réel, il n'y a pas de kamehameha, de grosses épées, de bras qui poussent dans le cul ou je ne sais quoi. On est vraiment sur un truc très très réel. Et c'est quelque chose qui va emmener le lecteur dans deux aspects qui, moi, m'ont totalement conquis. C'est des aspects stratégiques. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une stratégie pour conquérir, garder le pouvoir en interne, des jeux d'alliance avec qui il faut s'allier, contre qui il faut se battre, quand il faut se battre, comment, et tout un tas de stratégies militaires. Puisque quand on va suivre Shin, qui va évidemment au bout d'un moment intégrer l'armée, il intègre l'armée, mais au ras des pâquerettes, quoi. Et on va comprendre un petit peu comment il va, déjà comment l'armée est construite, les grades, voilà, enfin tous ces trucs-là, et surtout les stratégies militaires. C'est-à-dire que l'auteur, Yasuhisa Hara, il réussit à dépeindre les batailles, mais c'est des batailles de 100 000 contre 100 000, c'est des batailles qui sont gigantesques sur plusieurs jours. Il réussit à les dépeindre d'une manière. Alors déjà, on s'ennuie jamais. Il n'y a pas de temps mort dans ce putain de manga. Il n'y a pas un moment où ça retombe. Il utilise les cliffhangers, mais c'est juste génial. Tu arrives à la fin du chapitre, tu n'as qu'une envie, c'est vite de tourner le reste pour savoir un petit peu la suite, quoi, ni plus ni moins. Et il réussit à dépeindre les batailles avec une dimension stratégique que moi, j'ai jamais vu ça dans un manga. Ça m'a rappelé, et c'est pour ça que je souriais la dernière fois quand on parlait de Berserk, quand on parlait de l'âge d'or, il y a une petite dimension stratégique, un peu moyenâgeuse, voilà. Et ben à côté, et c'est vraiment un truc que j'avais kiffé à l'époque dans Berserk, et bien à côté de ça, ça fait figure de gnognotte à côté de Kingdom. Et c'est tout simplement une merveille. Les dessins. Je vous conseille véritablement de vous intéresser à cette série parce que c'est une série au long cours. On suit des enfants qui vont devenir des hommes. Donc, c'est vraiment une série qui va vous accompagner pendant des années et des années. Et vous allez apprendre très rapidement à aimer ces personnages, à aimer cette Chine-là, à aimer cette histoire de conquête. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est voilà les dessins assez rapidement. Enfin, dans les premiers tomes, vous voyez, le mangaka se cherche un petit peu. Je dirais que c'est pas forcément les plus beaux dessins que vous pouvez voir, on va dire, dans les 2, 3, 4 premiers tomes. Mais il faut passer un petit peu ce cap-là et le trait s'affine nettement. Et c'est vraiment, vraiment très, très joli. Il réussit à faire des rendus de bataille qui sont tout simplement époustouflants, à la fois de réalisme et voilà, c'est tout simplement sublime. Je pense très sincèrement que c'est moins beau que Berserk, mais aussi le rythme de publication, il est beaucoup plus soutenu. Il produit beaucoup plus le mangaka, mais ça reste néanmoins absolument merveilleux. Un autre point que j'ai vraiment adoré, vous l'aurez compris, les grands généraux, les personnages qui sont là, qui en imposent. Je ne sais pas comment il fait. L'auteur, il réussit à nous faire sentir leur aura. On sent le mec qui est puissant, le général qui déboule à un moment donné sur le champ de bataille et qui est puissant, c'est dessiné, raconté de telle manière qu'effectivement, le mec, il te subjugue.
ils sont putain de badass. Il y a des personnages à l'intérieur, mais qui sont waouh, mais renversants. Voilà. Moi, je ne saurais, mais vraiment que trop vous conseiller ce manga. Alors, pour la petite info, vous pouvez le retrouver de partout, hein, évidemment, chez vos libraires. Il y a une offre d'abonnement qui est assez intéressante chez Meian. Du coup moi, laquelle j'ai souscrit, j'ai reçu ce matin tout le rattrapage en fait de ce que j'avais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que en s'abonnant directement là-bas, vous avez les frais de port sont à 1 centime et vous avez vous recevez des trucs de temps en temps, des jolis ex-libris, je sais pas si vous les voyez comme il faut, un petit peu comme ça. Les mangas se présentent, voilà, c'est vraiment des jolis mangas, il n'y a rien à dire. Voilà. Et de temps en temps, vous recevez une jolie boîte de rangement, comme celle-là, où à l'intérieur, vous pouvez ranger très bien vos 10 mangas, vos prints, votre poster, et vous mettez ça dans votre bibliothèque, et vous avez un gros truc qui fait pas forcément format manga. Et je pense que c'est pas mal pour un gain de place, ni plus ni moins, parce que quand il y aura 100 tomes, et que le truc va faire 1m50, je pense que ça va être un peu chiant à caser dans les bibliothèques, mais même si c'est chiant à caser, jetez-vous dessus. L'offre abonnement, je crois que ça fait 13 € et des bananes par mois. Donc, évidemment, c'est pas rien, 13 € par mois, mais pour le rapport qualité, quantité, prix, pour moi, c'est totalement gagnant. L'abonnement, il est au prix du manga aussi. Enfin, tu perds rien. Ça doit être 14 €. Ouais. Et vous recevez donc du coup 14 € par mois et ça fait 28 € tous les 2 mois. Et pour 28 €, vous recevez en fait 4 mangas tous les 2 mois. Donc ça fait comme si chaque manga était. Ils sont tous pris à 6,95 les mangas exactement. Absolument. Donc c'est le prix. On paye le prix du manga, on paye pas plus ni rien. C'est juste qu'au final ça étale quoi. Ouais, voilà, ça étale le truc. Eux, ça leur fait des abonnements. Et puis, ça te permet de recevoir ces petites boîtes qui sont bien sympas pour ranger tes trucs. À noter aussi, j'ai regardé sur Wikipédia, mais c'est vraiment pour le petit plus au niveau de l'information. A priori, il y a une série animée en 2 saisons qui est parue en 2010, mais qui n'a pas dû vraiment marcher parce qu'il n'y a que 2 saisons, mais j'en ai pas de nouvelles. Et a priori, il y a une nouvelle série en préparation ou qui commence à sortir depuis avril 2019. C'est tout ce que j'ai pu choper comme information. Et Dramoun, je crois que tu as vu le film Kingdom tout à l'heure. Non, t'as un film qui va être l'adaptation qui va bientôt sortir aussi. Je sais plus quand, mais qui va sortir. Ouais. Mais tout à l'heure, toi, tu as vu un film Kingdom, non ? Non, moi j'ai vu une série Kingdom. J'ai vu la série Kingdom sur Netflix. Ouais. Qui a rien à voir, c'est avec des zombies. Alors, ça n'a rien à voir avec le manga. Putain, tu sais quoi, je voulais pas me faire, comment dire, je voulais vraiment être dans mon truc quand je parlais de ça, donc j'avais coupé le chat. Je voulais pas voir les trucs qui étaient marqués. Et là, je vois quoi la moustache de géant dirait un bas de signal. Putain, c'est mon pote, c'est Fufu. Vous voyez mais ça, il faudra qu'on en parle un jour. Les jolis trucs là, voilà. C'est Nidavellir Metal Radar qui nous fait des trucs comme ça absolument magnifiques. Pareil, je vous invite à aller voir sa page Facebook où il fait des trucs de dingue. J'ai Batman, le Pierre Bellemare du game. Oui, allons-y, j'ai le $. J'ai le $. Je veux dire, si moi je suis Batman, je suis pas prêt de sauter entre 2 immeubles. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est pas demain. Hein. Mais bon. Voilà. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Kingdom. Je crois que c'est déjà pas mal. À force de vous casser les couilles, on peut se le dire, vous avez été obligé de commencer un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de ce début de Kingdom ? Spider-Man ? Oui, alors, disons-le clairement, tu m'as menacé de mort pour que je commence à le lire. Hein. Et j'ai trouvé ça très cool. J'ai lu, je sais plus combien de chapitres, les premiers. Et j'ai pas encore continué. Mais de toute façon, je sais que je continuerai. Parce que c'était vraiment, enfin ça m'a vraiment intéressé quoi. Puis vu comme t'en parles, pas le choix, j'ai pas le choix. Non mais c'est vraiment génial. Moi c'est mon coup de cœur, mais puissance 1000. Et toi mon cher Dramoun, tu penses toujours que You a l'air d'une fille ? Moi j'ai commencé et j'ai bien accroché. Et c'est aussi intéressant de dire que le pari de Meian d'éditer Kingdom, c'est risqué parce qu'il y a beaucoup de tomes, mais pas tant que ça parce que c'est une série qui cartonne au Japon, qui fait partie des meilleures ventes au Japon et qui a même fait des meilleures ventes que les séries phares que peuvent être One Piece, Bleach, Naruto, etc. à l'époque.
Donc c'est une série qui marche très très bien. Donc c'était un peu risqué pour Meian de le publier après autant de retard, entre guillemets, mais elle trouve son public, alors après avoir trouvé son public au Japon, donc c'est plutôt logique, quoi. Par contre, je suis même étonné qu'aucun éditeur ne soit lancé dessus, parce que c'est clairement même si c'est peut-être historique et qu'on n'est pas, comment dire, dans un côté qu'on peut retrouver avec un peu de fantasy ou d'heroic fantasy ou tous ces trucs-là, on est vraiment dans une histoire prenante, etc., avec un bon rythme bien maîtrisé. Les dessins, en plus, s'améliorent, etc. Donc, je suis étonné qu'aucun éditeur ait pris, comment dire, ait sauté sur l'occasion à l'époque, quoi. Parce que je pense que la série parlera à beaucoup de gens, quoi. Enfin, le manga parlera à beaucoup de gens, pardon. Mais enfin vraiment, hein, je pense qu'il faut pas beaucoup de tomes pour se faire un avis, savoir si on est piqué ou si on n'est pas piqué. Voilà. Mais si vous êtes piqué, bon alors là les gars, c'est mort. Hein. Vous êtes parti pour 100 tomes parce que. Après, c'est vrai, comme disent Jules et Nico, ça peut faire peur au niveau de la longueur des tomes. Oh non. Non, mais c'est que il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de se lancer dans une série qui fera comme One Piece peut-être 80-90 tomes. Tu vois. Mais si, pas peur. Pas peur. Mais après, pas peur. Après, je sais pas, peut-être que dans 20 tomes, ça va baisser, ce sera peut-être un petit peu moins bien, ou voilà. Mais enfin, pour l'instant, putain, confiance, hein. Vraiment. Ouais, mais au Japon, tu es dans un système où tu dois faire tes preuves très rapidement pour rester installé dans le magazine, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de séries phares qui ont décliné à partir on va dire à partir d'un tiers de l'histoire, etc. Après, c'est logique d'avoir comment dire, une crainte que le niveau se présente plus, surtout pour une série où il y a 100 tomes. Pour moi, la crainte, elle est logique, quoi. Ah, je sais pas. Moi, je suis au-delà maintenant. Ça y est, c'est fini. Moi, il peut même m'annoncer demain et finalement, ce sera 150. Merci. C'est pas un problème. Si quand il a fini de conquérir la Chine, s'il veut envahir le Japon, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, rajoute des tomes. L'auteur ? Tu parles de l'auteur, hein ? Tout le monde. Rajoutez. Non, ça vaut vraiment le coup d'être découvert. Ne serait-ce que pour se faire une idée. Après, c'est vrai que quand on avait fait la première émission, et puis aussi en discutant un petit peu avec les copains, parce que c'est une chaîne qui, à la base, est 99,9% dédiée aux comics. Moi, j'avais vu la dernière fois, quand on parlait de Berserk, des copains qui étaient sur le live, qui disaient « Oh, ça parle manga, salut, je me barre. » Putain, les gars, non. J'ai envie de vous dire, poussez-vous un petit peu vers de l'éclectisme. Quelqu'un qui me dit « Oh, bah, moi, j'aime pas les mangas », je suis pas du tout certain que j'aurais pas le même type de réponse que quelqu'un qui vient et qui me dit « J'aime pas les comics ». C'est que t'as pas ouvert le bon. C'est que tu n'as pas fait la bonne rencontre à un moment donné. Il y a forcément quelque part une histoire, quelque chose qui va te permettre, qui va t'emmener, qui va te faire voyager. C'est obligé. Dragon Ball. Ouais, enfin, après, à tout âge. C'est maintenant, non, je pense que c'est fini. Je relirai plus Dragon Ball. Je feuilleterai peut-être 2-3 fois des trucs, mais il y a encore des mangas qui, moi, à presque 37 ans, me font plus que kiffer et peuvent nous emmener, nous faire voyager, vraiment. Et c'est pareil pour la BD franco-belge. Je pense que on aura l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts. On va essayer de vous présenter pas mal de choses qui nous plaisent, voilà, on va dire d'une manière très très large. Voilà. Je sais pas, messieurs, si vous voulez rebondir là-dessus, si vous avez des questions sur le chat, des réactions par rapport à Kingdom. Je sais qu'il y a le coin comics qui nous dit « Perso, je suis sur Full Metal Alchemist ». Putain, j'étais vieux, ça. Je crois que j'étais au collège ou au lycée, quoi. FMA, c'est ma vie, c'est... Il y a un très bon animé, hein, d'ailleurs. Moi, personnellement, j'ai même aimé les deux, quoi. Il y en a qui crachent sur le premier animé, il y en a qui crachent sur le second. Moi, j'ai aimé les deux. J'adore dans FMA comment dire, cette critique un peu de l'Allemagne nazie. Hein. C'est ça, hein. Le mec, c'est le Führer, t'as le bloc de l'Est et tout. T'as les Jbal qui sont tués. Enfin, c'est les gars, c'est la folie, FMA, c'est la folie. J'ai jamais plus regardé que ça. Comment on fait pour te sortir du live ? Il y a Jules et Nico qui nous dit « Mais tu trouves que c'est un bon manga pour commencer ? Le meilleur. Le meilleur. C'est parfait. C'est parfait. On a à peu près le même âge. Il faut juste, aimer vraiment le truc tactique militaire, technique, stratégique, l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, ouais.
Johnny, tu nous regardes. Il faut avoir envie, voilà, de suivre, on va dire, au long cours ces personnages. Moi, ce que je reproche souvent, en fait, aux comics, et notamment, par exemple, à Spider-Man, c'est que moi, quand j'avais 16 ans, Spider-Man, il était à deux doigts d'avoir un gamin, il était quasiment marié, voilà, et là, maintenant, j'ai 36 ans, 20 ans plus tard, putain, c'est limite s'il sort pas encore du lycée, quoi. Putain, c'est bon, il en a plein le cul, les personnages, ils vieillissent jamais. Tandis que là, tu sais que tu vas suivre des personnages avec une véritable temporalité. Tu vas les voir grandir, tu vas les voir vieillir, tu vas apprendre à les aimer, à les suivre. C'est génial, c'est génial. Et là où j'en suis, tome 20 et quelques, les personnages ont déjà énormément évolué, ils ont énormément mûri, ça a déjà énormément changé et ça ne fait que monter en intensité. Pour l'instant, c'est vraiment un manga incroyable. Je vous conseille vraiment de lui laisser sa chance. Je pense qu'il faut passer les deux, trois premiers tomes et après, voilà, c'est que du bonheur. Voilà. Ça parle de One More Day de Spider-Man sur le chat. J'espère que t'es content. J'espère que t'es fier de toi. Ouais, mais oui, mais Spider-Man, qu'est-ce que tu veux? Ils ont brisé ma vie avec Spider-Man, mais c'est pas grave, on fera avec. Moi, je reste quand même sur le commentaire de les comics de Fred qui dit j'ai rencontré Rubrique de G, j'ai dû acheter une bibliothèque. De rien. Ça me fait plaisir. Et en plus, c'est pas faux. Ouais. Du coup, c'est vrai que depuis, t'as dû t'équiper à force d'acheter plein de trucs. C'est bien de se diversifier, nous dit Kek R. J'ai peur de mal dire le nom. Il y a plusieurs chefs-d'œuvre, manga franco-belge à découvrir. Il y a Vineland Saga aussi qui est très très bon. C'est un manga. Ça me fait un peu penser à Kingdom. Ouais, Voilà, c'est un peu pareil, mais on va dire un peu côté nordique. C'est un peu pareil. Franchement, c'est Vinland Saga, ouais, c'est un peu le même fonctionnement que Kingdom, je trouve, et c'est la bonne frappe aussi. Vinland Saga ? Ouais. En fait, c'est pareil, ça se construit. Je note. C'est top. Ah, mais je suis bien dans ce trip moi, en ce moment. Vinland Saga, je crois que c'est. Alors peut-être que Keker, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, va me confirmer, mais je crois que c'est 25 tomes à peu près, quelque chose comme ça aujourd'hui. De mémoire, je crois que c'est ça. Alors que nous saluons l'arrivée de Benipi sur le chat. Bonjour Benipi. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on passe. On est à 52 minutes d'émission. Je pense qu'on est pas mal. On peut passer directement à la 3e chronique. Et après, on pourra défoncer la gueule à Tom King joyeusement. Mais avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, tu vois. En toute amitié. En toute amitié. Et donc, pour cette 3e chronique, alors là, j'ai envie de vous dire, moi, quand il m'a dit, je vais parler de ça, vas-y, je te regarde. Voilà. Et mon cher Dramoun, tu m'as fait rêver quand tu m'as dit que tu allais nous parler d'un film coréen. Ouais. J'ai jamais vu de film coréen de toute ma vie. J'ai eu certainement un très très grand tort, mais tu vas nous parler de Psychokinésis. Et je te passe la parole, mon poulet. C'est ça. Et le truc, c'est que. Alors, Psychokinésis, c'est réalisé par Yoon Sang-ho, qui est le réalisateur du film Le Dernier Train pour Busan, qui était un film un peu de zombie, qui a un peu, je trouve, qui a un peu nettoyé cette image qu'on avait des films de zombies habituels. Et c'est assez propre au cinéma coréen. En fait, le cinéma coréen, il prend souvent des projets des thèmes qui sont souvent abordés et qui va amener un peu une seconde touche, un second discours pour un peu changer tout ça. Et c'est ça que j'adore dans le cinéma coréen. Quand on prend les œuvres majeures, même les Old Boy, il y a ce côté très sérieux de la vengeance avec des situations qui sont au final assez, pas burlesques, mais un peu absurdes par moments. Donc, c'est ça que j'aime bien. Et Psychokinésis, du coup, c'est par ce même réalisateur que Le Dernier Train pour Busan. Et il est sorti sur Netflix il y a 1 an. Et du coup, ayant vachement aimé Le Dernier Train pour Busan, je me suis intéressé à Psychokinésis parce que c'est un film de super-héros. Alors, c'est pas, faut pas s'attendre au meilleur film de tous les temps. C'est pas un film extraordinaire ou quoi que ce soit. Mais c'est un film qui m'a fait du bien parce que on n'est pas dans du super-héros
habituel. Alors du coup, l'histoire, on va dire, c'est un agent de sécurité un peu paumé, un peu loser, qui va boire de l'eau, à une source dans les montagnes. Et cette eau, en fait, elle a été, comment dire, il y a eu un agent un peu mystérieux dedans, un truc comme ça, une substance un peu mystérieuse qui fait que ça lui donne des pouvoirs. Et ce mec-là, comment dire, il va se retrouver, il va devenir, il va développer ses pouvoirs au fur et à mesure et il va pas chercher en fait à faire le bien. Il va pas chercher à sauver tout le monde, à être contre une menace, qui risque de détruire la Terre ou quoi que ce soit. Non, là, il va utiliser ses pouvoirs juste en fait pour, «reconquérir» entre guillemets, l'amour de sa fille, qu'il avait abandonnée, quand elle était plus jeune. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui fait du bien. Le film est très maladroit à certains moments. Il veut un peu ce discours, contre le grand capitalisme, sauver, les petits producteurs, enfin, comme ça et c'est un peu maladroit avec, des situations qui enlèvent un peu la crédibilité. Mais à côté de ça, tout l'aspect super-héroïque et ben à bon fond, à juste, un discours familial, qui est poussé, qui donne envie, un discours, comment dire? De se retrouver, de faire du bien sur son prochain, d'aider les gens, en fait, proches de soi et pas de chercher plus loin, quoi. De déjà, rendre les gens qui sont proches de nous heureux avant de voir plus grand et c'est ça que j'aime bien. C'est un discours qui est complètement différent de tout ce qu'on peut voir en termes de films de super-héros et du coup, c'est ça qui m'a vachement plu dans ce film, quoi. Et du coup, je sais pas si tu l'as vu, toi, Spider-Man? Non, Tu l'as pas vu? non. J'avais mis beaucoup de temps déjà à regarder Dernier Train pour Busan et que j'avais adoré. Donc, c'est le même Jamais vu, non. réalisateur et que Dramoun en parle avec tant d'amour, je pense que je vais me laisser tenter. Moi, j'ai jamais vu le dernier train pour Busan. Il faut que tu le regardes dessus. Ouais, a priori, ouais, il est vraiment bien. Ouais. Et pour préparer l'émission, je me suis dit, bon, il est sur Netflix, je vais essayer d'aller choper Psychokinésis et de regarder. Non, non, pas ma cam. Pas ma cam. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de Coréens dans ce film coréen, dis donc. C'est fou, ça. Putain, oui, ça. Ça sonne un peu raciste, hein, quand même. Ah ouais, non, mais bon, en même temps, dans les films français, il y a beaucoup trop de français, quoi. Je sais pas. Non, mais c'est pas ça. Honnêtement, je l'ai regardé. Faut que je le regarde des deux yeux. On va dire que je l'ai regardé que d'un œil. Et à un moment donné, il y a une scène où c'est le daron là qui a bu l'eau empoisonnée, qui découvre un petit peu ses pouvoirs. Et je me suis dit, tu vois, j'ai regardé le daron, j'ai dit, toi, t'auras pas d'Oscar, toi, c'est sûr. C'est sûr, certain, parce que tu joues, waouh, tu joues mal. Après, c'était vraiment juste cette scène. Le reste, je me suis dit non, il faut que je le regarde, ne serait-ce que pour éviter de me faire taper par Dramoun, déjà. Mais il faut que je le regarde beaucoup plus sérieusement. Et Mais après, vas-y. je peux comprendre parce que le film, comment dire? Le film n'est pas novateur, extraordinaire ou quoi que ce soit, hein. C'est pas, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, dans ce film-là, c'est juste le fait qu'on voit une nouvelle vision de l'utilisation des super pouvoirs, quoi. Moi, j'ai un peu de mal, sur les films de super-héros ces dernières années, que ce soit, DC ou Marvel, parce qu'en fait, j'ai un peu saturation que ce soit toujours la menace, une menace énorme qui met toute la Terre en jeu, qui met tout l'univers en jeu, toute la galaxie en jeu et cetera et ça fonctionne toujours un peu de la même manière et avec les mêmes codes et moi, j'ai de plus en plus de mal, en fait, avec ces films-là parce que j'ai l'impression de retrouver toujours les mêmes constructions et les mêmes développements. Du coup, j'ai du mal avec et c'est pour ça que, par exemple, j'ai toujours pas vu Endgame parce qu'au final, moi, ils me font plus tant saliver que ça, quoi. Alors que là, du coup, j'aimais bien ce côté, en fait, non, le mec, il veut se battre pour, sauver un resto d'une compagnie qui veut en faire un centre commercial, quoi. Donc c'est ça que j'aime, c'est aussi simple que ça va pas plus loin, c'est pas, comment dire? C'est pas, ça se veut pas novateur ou quoi que ce soit, ça se veut un film assez léger, peut-être trop maladroit par moment, mais voilà, qu'on regarde, on prend plaisir, et avec un discours qui est pas moralisateur, qui donne pas de leçon ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est ça que j'ai apprécié, ça te donne une nouvelle vision
des films de super-héros et de leur construction et de leur code, quoi, parce que tout ça, ça a un peu été cassé pour être revu, quoi. D'accord. Alors, je vais pas vous mentir, j'étais en train d'envoyer un message à Spider-Man pour lui dire arrête de taper comme une brute sur ton clavier, t'es en train d'arracher les oreilles à tout le monde là. Donc, étant donné que tu t'as arrêté de parler et que vous m'avez gaulé comme ça sur mon téléphone, ouais, tant qu'à faire, je le dis en direct. Attends, Dis-le-moi. mon pote, Ouais, on ça fait dirait un peu pianiste. penser à Chronicle en fait. Je Ouais, connais enfin, pas du tout. Chronicle, c'est quand même est plus poussé comme film, mais moi, j'ai bien aimé Chronicle. Après, Chronicle a véhicule quand même un discours un peu plus social, un peu plus politique, etc., plus abouti. Non, moi, j'ai beaucoup aimé Chronicle. Il n'a pas fait l'unanimité partout, ce que je peux comprendre, mais non, moi, j'avais bien aimé. Je trouve que ça marche bien, Chronicle. Toi qui es quand même on peut se le dire, un bon cinéphile, enfin voilà, t'aimes bien aller, on va dire, dans le fond des choses, aucune vanne sexuelle là-dedans, quoique. Mais est-ce que tu aurais d'autres films, soit coréens, soit de ce réalisateur à nous conseiller? D'ailleurs, comment il s'appelle ce réalisateur? Et Yoon Sang-ho. Merci. Et en fait, Yoon Sang-ho, donc du coup, il est connu pour le dernier Train pour Busan, parce qu'il avait, à l'époque, il était passé à Cannes. Je crois que c'était lors de la quinzaine des réalisateurs. Il avait fait quand même pas mal parler. Mais de base, c'est un réalisateur qui fait aussi de l'animation, qui a fait beaucoup de courts-métrages d'animation et qui a fait des longs-métrages. Il en a fait un qui est The King of Pigs, que moi j'ai bien aimé, qui marche plutôt bien. Mais, mais après, en termes de réalisateurs coréens, le plus connu, c'est Park Chan-wook, qui est le réalisateur de Oldboy, la vraie version de Oldboy, pas celle de Spike Lee, qui lui, par contre, ouais, est quand même plutôt connu à tel point qu'il a réussi à s'exiler aussi aux USA pour faire un film. Mais il a fait ce qu'on appelle la trilogie de la vengeance. Donc c'est Oldboy, Lady Vengeance et Sympathy for Mr. Vengeance, les trois sont des vrais chefs-d'œuvre. Et eux, c'est des films, ces films-là, moi, c'est vraiment des films qui m'ont laissé sur le cul, surtout Oldboy. Oldboy, pour moi, c'est un de mes chefs-d'œuvre, c'est un de mes chefs-d'œuvre à moi. Et il y en a un où, comment dire, j'ai vu le film, c'était quoi, il y a 2 ans. Je recherche le réalisateur, c'était Kim Song-hoon, qui a fait un film qui s'appelle Tunnel, qui est un film avec un tunnel qui s'est effondré, avec un mec qui est bloqué, qui est un peu en huis clos, qui rend super bien, qui est vraiment top. Puis Il a après, fait un film qui s'appelle Tunnel et c'est avec un tunnel. ouais, non, mais en fait, c'est en huis clos, du coup, avec le mec qui est bloqué, et il y a toute la situation comment dire, de sauvetage, etc. C'est bien amené, franchement, c'est super bien maîtrisé. Et après, il y a d'autres réalisateurs, hein. Il y a c'est Boo Jong-un, qui lui a fait le Transperce-Neige, qui a fait Memories of Murder, qui a fait Mother. Enfin, on voit de plus en plus de réalisateurs coréens qui arrivent à la fois à s'exporter et à faire des films pour des sociétés de production étrangères, mais à la fois aussi venir avec les films coréens et qui marchent de mieux en mieux, quoi. Qui sont des vraies pépites, parce que le cinéma coréen apporte des codes et un développement qui est bien différent du cinéma hollywoodien et qui est bien différent des constructions de films que peuvent l'être les films, en fait, à la fois, comment dire, européens de l'Ouest, parce que si on regarde le cinéma français, italien, etc., ils se construisent sur les mêmes bases. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un vent de fraîcheur, le cinéma coréen, parce que justement, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude et qui cassent de nos codes habituels, quoi. Et tu vois, je regarde le chat, en fait, je suis le seul connard à ne jamais avoir regardé de film coréen. Donc, est-ce que tout le monde en a regardé, sauf moi? Bravo. Le français de base, le français moyen. Bonjour. Keker parle de The Mother et Memories of Murder, qui sont les deux de Boo Jong-un, qui lui a en plus un film à Cannes cette année qui s'appelle Parasite, et dont je suis super curieux. Mais les deux sont super bons. Et déjà, regarde Oldboy. Sincèrement, regarde Oldboy. Regardez Oldboy. Regardez tous Oldboy. Même si vous l'avez déjà vu, regardez-le une nouvelle fois. Très bien. Nous engueule pas, c'est bon, hein. Mais qu'il est en chance. Ah ouais, clairement. Non, mais par contre, ceux qui ont vu la saison 1 de Daredevil,
Ceux qui ont vu la scène où il se bat dans le couloir un peu éclairé en vert, etc., cette scène-là, c'est complètement en fait un hommage à la scène du marteau dans Hellboy. Et quand vous allez voir Hellboy, si vous repensez à l'épisode de Daredevil, vous verrez qu'en fait, du coup, ça reprend cette scène-là de Hellboy qui était super bien faite, quoi. Il sait nous le vendre. Mais très bien, mais carrément, c'est putain de bien vendu. Il y a effectivement tout un. Il arrive à te caser Daredevil là-dedans, le mec. Il est fort. Ouais. Ah, mais Non, mais il y a tout un pan du cinéma là pour le coup que je connais pas du tout, quoi. Cette scène-là de Daredevil, elle a vachement tourné parce qu'ils l'ont fait un peu en plan séquence comme dans le truc, et ça reprend justement exactement la même scène de Hellboy, et je trouve qu'ils l'ont très bien reprise en fait, comment dire, ils l'ont très bien reprise Daredevil et ils l'ont très bien réadapté, et voilà quoi. Mais c'est comment dire, c'est un peu, ils ont repris la même scène, quoi. Eh ben, me voilà reparti avec une liste de films à télécharger illégalement assez énorme, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. C'est quand même dingue. Ouais, non, bah, le dernier train pour Busan. J'ai vu qu'il y a Rebeu des Bois aussi qui nous conseille Battleship Island. Je sais pas si vous connaissez. Des Battleship tout court. Ouais, c'est pas le même. Moi, je connais bien Island, tout court. Battleship tout court. Ouais, Battleship Island, c'est sympa, hein. C'est sympa. Il est sorti il y a un an, je crois, quelque chose comme ça, un an ou deux, mais qui marche. Mais même je pense que vraiment le premier film asiatique qui est arrivé, qui a vraiment fait parler en France, je me pose la question si c'est pas Battle Royale à l'époque. Si c'est pas Ouais. quand Battle Royale est arrivé, je me pose la question si c'est pas le premier gros film coréen qui est arrivé, qui est arrivé en France. Je dis peut-être des conneries, mais Ensuite, Hunger Games a pompé dessus. c'est ça. Mais le Battle Royale, il y en a 2, je crois. Il y a aussi un De manga. mémoire, ouais. Mais c'est ouais, c'est assez vieux, je crois. Je vais checker ça. D'accord. Battle Royale, c'est japonais, nous dit Dragnir. Les gars, on c'est se l'est dit déjà la dernière fois qu'on fait un podcast et qu'on est surveillé par Dragnir. Pas d'erreur, putain. Vérifiez vos notes, merde. J'ai dit film asiatique. Japonais, c'est asiatique, je suis dans le monde. Mais Battle Royale est sur Netflix, hein, de mémoire. D'accord. Enfin, s'il y est plus, il sera remis dans quelques mois. Enfin, c'est tournante Netflix. Tournante, au fond des choses, tunnel, tout ce soir. Il y a du double langage, Dramon. Beaucoup trop. Ouais. Takeshi Kitano Power, voilà. Bon, les gars, putain. Là, ce ne sont que des choses que je ne connais pas, mais je ne demande qu'à apprendre. Et ma foi, On est là pour ça. Mais tout à fait. C'est aussi le sens du partage. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, mon cher Dramon? Non, parce que si là je rajoute un truc, on est reparti pour 15 ans. Donc, je vais me stopper. Ouais, t'en le gardes pour la prochaine fois? C'est ça. Eh bien, je crois qu'on arrive à l'instant qu'on redoutait tous. Qu'est-ce que vous en pensez? On va pouvoir passer au débat du mois. Le débat du mois qui concerne Tom King, avec cet intitulé putaclic, mon Dieu, mais alors c'est sale. Mais je l'assume et j'aime beaucoup ce truc parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se cacher derrière ce titre avec Tom King, héros ou escroc. Voilà, donc vous connaissez certainement tous Tom King, et si vous ne le connaissez pas, bon, on va pas vous le présenter parce qu'on n'en est pas là, mais Tom King est donc un ancien agent de la CIA, si je dis pas de conneries, reconverti au scénario, à l'écriture, tout ça. Il a écrit Mister Miracle là, qui sort à la fin du mois chez Urban. Il a écrit Vision, qui est plus que cartonné du côté de chez Marvel. Il est en train de nous faire un ongoing depuis déjà plusieurs dizaines de numéros sur Batman. Et voilà. Et en discutant avec les uns, les autres, les copains, c'est vrai qu'on a tous des avis très différents et à la fois très tranchés autour de Tom King. Et généralement autour de son travail sur Batman. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment moins, et on avait un petit peu envie de faire un petit tour d'horizon de ce scénariste qui ne laisse de toute manière personne indifférent, voilà, histoire de pouvoir discuter avec vous. On attend aussi vos avis, hein, si vous connaissez un petit peu des travaux de Tom King, n'hésitez pas à nous conter vos anecdotes sur le chat. Et voilà, et j'ai envie tout de suite de passer... j'allais dire
passer la parole à la défense et je ne vais pas tout de suite te passer la parole. On va dire que je vais laisser parler Dramoun en premier, mon cher Dramoun. Tom King, qu'est-ce que ça t'évoque? T'as 4 Alors, heures. moi, je dissocie. Alors, personnellement, je dissocie de Tom King. Je dissocie le Tom King sur toutes les mini-séries, entre guillemets, qu'il a faites. Donc, son travail qu'il a fait sur Sheriff of Babylon, 12 numéros, Vision, 12 numéros, Mister Miracle, 12 numéros, etc. Je pense que Tom King est un excellent scénariste pour des séries qui sont brèves. Il sait d'où il commence et où il va. Il sait ce qui va se passer. Et il arrive à garder toujours un rythme et bien maintenu. Et comment dire, plutôt de qualité à chaque fois, quoi. Toutes ces mini-séries-là ont quand même toujours bien fonctionné et sont quand même plutôt bonnes. Le problème de Tom King, c'est que il a jamais écrit d'Ongoing. Il a participé très, très rapidement sur Grayson avec Tim Seeley. Et il en l'a mis sur Batman. C'est-à-dire que le mec n'a jamais écrit d'Ongoing, même si il a fait des très bonnes mini-séries, on le fout sur le personnage roi. Et je pense qu'après, James suivra là-dessus parce que tu as le même avis là-dessus. Et c'est peut-être ça le problème. Et moi, ce qui me gêne en fait dans le Batman de Tom King, c'est que Tom King, il est arrivé avec le discours qu'il allait révolutionner le personnage, qu'il allait en faire quelque chose de complètement nouveau, qu'il allait complètement changer de tout ce qui a pu être fait sur le personnage, et qu'il allait en faire un Batman que vous n'avez jamais vu et dont vous ne pourrez jamais oublier. Sauf que aujourd'hui, le run de King, il est, comment dire, il est bancal, il arrive pas à mettre vraiment les choses en place et il tourne toujours autour de son sujet de prédilection qu'on a dans ces autres séries, qui est le point un peu de la dépression, de la recherche d'identité, surtout quand on est des héros, etc., qui maîtrise, mais quand tu fais ça sur 70 épisodes, à force, ça tire un peu et ça devient bancal, quoi. Et je trouve qu'il a du mal à construire quelque chose de réellement consistant et de réellement de réellement novateur sur le personnage, auquel le traitement des deux personnalités, que ce soit Batman et Bruce Wayne, est bien traité. Mais au final, on fait que ça, quoi. Depuis aujourd'hui 70 numéros, on tourne qu'autour de ça. Ça ne se renouvelle pas. Et il n'y a rien. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me frustre. C'est que sur une mini-série, il part sur des bases solides, il sait où il va, il sait où il arrive. Sur Batman, par contre, c'est beaucoup trop long, je trouve, pour qu'il arrive à se renouveler et qu'on arrive à avoir de la nouveauté, qu'on arrive à avoir quelque chose de, comment dire, qui gère. Il a eu des opportunités de changer le perso et au final, pour moi, il fait quelque chose de tout à fait classique comparé aux auteurs qu'on a pu avoir sur le personnage, quoi. Pas mieux. Qu'est-ce que je voulais dire, mon cher Spider-Man, tu veux y aller tout de suite ou tu veux que j'y aille? Ouais, vas-y. Vu que ton avis se rapproche de celui de Dramoun. Oh, Tom King. Oh, Tom King, tu m'as fait mal, Tom King. tu m'as fait mal à mon Batman, Tom King. Je suis, mais forcément, Alors, moi, j'ai lu 3 trucs de Tom King. J'ai lu Vision, j'ai lu Mister Miracle, qui sort donc là le 28 ou 29 mai. Voilà, si je dis pas de conneries. Voilà, disponible en 1 tome chez Urban, 28 €. Vision, c'est en 2 tomes chez Panini, aux alentours de 30 balles, si tu veux la totale. Et quand il y a eu le début du Rebirth, étant donné qu'on sortait de l'ère des New 52, et en tant que grand consommateur de Batman devant l'éternel, je me suis jeté à corps perdu sur Schneider, et j'ai assez apprécié Schneider, Tom King. Schneider. Et du coup, on va dire que les premiers épisodes du Batman, oui, pourquoi pas, allons-y. Mais assez rapidement, au bout de quelques histoires, j'ai pas bien compris en fait où c'est qu'il allait, le garçon. Voilà, et je me suis posé la question de savoir s'il le savait lui-même, en fait, où il allait, le garçon. Et moi, le principal problème que j'ai, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on a un Tom King qui est très très fort pour la psychologie des personnages. Il est très très fort, comme a pu le dire Dramoun. J'ai surkiffé Vision, j'ai surkiffé Mister Miracle. Vraiment, c'est 2 trucs qu'il faut, à mon avis, non seulement lire, mais posséder. C'est
pour moi des incontournables, mais j'y reviendrai après parce que je vais terminer sur une note positive concernant Tom King. Mais il y a eu plusieurs fois où en fait dans son histoire, non seulement il y avait des hauts, mais il y avait des bas, et puis au final j'avais l'impression que d'une histoire à une autre, mais où était le fil conducteur? Il veut nous emmener où? C'est extrêmement étrange un petit peu de voir où c'est qu'il voulait nous emmener. Et il y a eu tout un tas d'histoires où pour moi, enfin voilà, tout à l'heure Dragnir disait quand Tom King était après Sheriff of Babylon un grand scénariste, j'en doute absolument pas, mais pour moi il y a des trucs en fait dans Batman qui m'ont, mais c'est même pas sorti de l'histoire, mais je me suis dit, mais à un moment donné, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter bah, c'était juste du n'importe quoi. Si je vous donne juste un exemple, c'est même pas des spoils très très importants, hein, mais je sais plus quel tome c'était chez Urban, mais c'était les tomes 39 à 40 où on peut voir Batman isolé sur une terre parallèle avec Wonder Woman. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse entre la Terre et cette terre parallèle où il combat des hordes infernales. Il reste, je crois, 20 ou 25 ans coupé du monde sans vieillir avec Wonder Woman à côté. Voilà. Et le seul amusement en fait de Tom King sur ces 2-3 épisodes, c'est de tester l'amour, la fidélité de Batman envers Catwoman. Et on voit bien qu'il s'amuse avec ça. Sauf que derrière, il oublie qu'en fait, tout ce qu'il est en train d'écrire a des conséquences. Et Batman, il rentre avec Wonder Woman. Ça fait 25 ans qu'ils sont sur une terre parallèle à se faire attaquer par des monstres nuit et jour. Nuit et jour. Déjà, il est pas mort, le mec. Déjà, coup de bol. Bruce Wayne, t'as beau être milliardaire, mais va faire tout de suite une grille de loto, ma gueule, parce que t'es le cocu du mois. C'est juste pas possible, t'es pas mort. Et au final, il a passé 25 ans loin de sa famille, de la femme qu'il aimait. Bon, il a pas couché avec Wonder Woman, très bien, il est fidèle, mais il revient, il a pas un seul trouble psychologique. Pendant 25 ans, il est coupé de la terre, du monde, mais il le vit bien. Je vous jure que ça se termine en mode limite, on se fait un shake avec Wonder Woman, on se voit demain, on mange des pancakes. Ah, c'est bon, c'est trop. Enfin, il y a des trucs, ça tient tellement pas debout que moi, c'est le genre de truc, en fait, ça me sort de l'histoire. J'ai bien compris que Tom King, en fait, il faisait pas attention à cet élément-là. Pour lui, c'était pas important. Ce qui était important dans l'histoire, c'était de tester l'amour qu'il y avait entre lui, l'amour de Bruce Wayne pour Selina Kyle. Très bien, dont acte, mais derrière, mec, oublie pas que tu es en train de tirer des fils qui ont potentiellement des conséquences, et sur tes lecteurs et sur ton histoire. Voilà, l'arc d'après, bah, c'était la même chose. C'est plein de petites histoires, plein de petits arcs en 2-3 épisodes. Moi, je trouve que c'est assez décousu, où c'était une histoire donc avec Poison Ivy. C'est pareil, moi, il me faut, pour que je puisse, comment dire, sentir une menace d'envergure, que je puisse me l'approprier, la sentir perceptible, que j'ai peur pour les héros, il faut quand même me l'expliquer en un petit peu plus que 2 pages. Tu vois, voilà. Et il nous présente une Poison Ivy qui, en 2 claquements de doigts, ça y est, elle contrôle la Terre entière. Les héros, tout le monde. Bon, pas Batman, voilà, parce que bon, la vie est dure, mais sinon, elle contrôle la Terre entière. Mange ça, et puis, ben, tu suis ou tu suis pas, mais enfin voilà, c'est un postulat de départ. Bah, moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec ça. Et après, ça, c'est pour moi, c'est vraiment des éléments scénaristiques où je trouve qui passent à travers, quoi, tout simplement. Il fait une toile. Voilà. Et après, le truc qui, moi, me plaît pas trop, mais là, pour le coup, c'est complètement subjectif. Il y a plusieurs manières de raconter Batman. Il y a plein de manières. Moi, j'en ai un petit peu marre de ce Batman morose, méga triste, qui fait pas d'enquête, enfin, putain, là, je viens de manger 50 épisodes, et au final, j'ai pas vraiment eu le sentiment d'avoir eu des enquêtes marquantes, des histoires marquantes. Enfin, j'ai l'impression d'avoir regardé des épisodes un petit peu de Santa Barbara, quoi. Enfin, c'était pas ouf. Moi, j'aurais préféré largement revenir, si c'est possible, à un Batman beaucoup plus urbain, beaucoup plus noir, enfin beaucoup plus, je sais pas comment dire, ouais, un truc un peu plus polar. Quand Ra's al Ghul l'appelle détective, pour moi ça résonne en moi. Quand je lis le Batman de Neil Adams, que je vois toutes ces petites enquêtes, tous ces trucs-là, un Batman vachement plus humain, vachement plus faillible, qui arrive de temps en temps à sourire quand même. Bon, enfin moi c'est des trucs qui me parlent. Moi pour l'instant le Batman de Tom King, et notamment après le tome 8, on va pas spoiler.
quoi que ce soit. Bah, pour l'instant, ouais, moi, c'est un gros pass, quoi. Enfin, je n'aime pas du tout ce Batman-là. Alors, religieusement, je continue quand même à suivre la série en me disant peut-être que... Et de temps en temps, il y a effectivement des épisodes qui, pour moi, sortent du lot. Dans le tome 8, les 3 derniers épisodes qui font référence à un film dont je suis totalement fan, Dramoun aussi, il fait référence à 12 hommes en colère. Je l'ai trouvé bien, mais je l'ai trouvé trop court. Je trouve que c'était une bonne idée de reprendre le concept de 12 hommes en colère, mais tu me fais ça trop vite, tu me bâcles la chose. T'as une bonne idée, mais tu me règles ça en 10 pages. Putain, mec, prends ton temps, quoi. Je sais pas. Peut-être, il a dit qu'il avait des idées pour 100 numéros, essaye d'en mener une comme il faut sur 5 numéros déjà. Ce sera déjà peut-être pas vilain. Et à côté de ça, pour terminer sur une note plus que positive, le mec, il est capable de nous sortir des maxi-séries en 12, style Vision ou Mister Miracle, qui sont des bijoux. Des putains de pépites. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, et je m'attarderai plus sur Mister Miracle, c'est tout simplement prodigieux. Enfin voilà, moi je suis vraiment pas un adepte du quatrième monde pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai jamais lu en fait. Que quand t'es pas né là-dedans, c'est pas forcément facile de s'approprier le quatrième monde. Le travail de Kirby c'est quand même très particulier. Il faut pouvoir rentrer dedans et je pense. Bon, peut-être maintenant, mais encore, j'en suis pas sûr, mais je pense pas être armé pour vraiment savoir apprécier le quatrième monde à sa juste valeur. Et ben avec Mister Miracle, je vous le conseille, s'il y a des gens qui sont comme moi, de foncer là-dessus, parce que c'est une occasion absolument en or, d'une part, de découvrir le quatrième monde, de découvrir Mister Miracle, de découvrir Big Barda, de découvrir un petit peu tous ces personnages, tout cet univers. Et là où pour moi, il est au-dessus du lot, c'est la manière dont il arrive à dépeindre les relations humaines, la vie, des petites choses simples, la vie qu'il mène avec Big Barda, les relations qu'il y a entre eux. Ouais, moi, ça résonne en moi. Enfin, je trouve ça tout simplement beau. C'est absolument magnifique. Alors, autant Batman sur Tom King sur Batman, moi, c'est sans moi. Par contre, sur des petites séries comme Vision, Sheriff of Babylon, je l'ai pas lu, mais du coup, j'ai très envie d'aller le voir. Voilà, c'est vraiment des trucs à lire, à posséder, et c'est pour moi des récits qui sont marquants et qui vont traverser les années. Mon cher Spider-Man, je te cède la parole bien volontiers. Oui, bah déjà, je vais revenir sur Mister Miracle. Comme tu le dis, c'est vraiment une histoire exceptionnelle qui traite la dépression d'une belle façon. Mais c'est là où, avec Vision, on voit la force du scénariste qui est Tom King, c'est que c'est vraiment qu'il rentre dans l'intimité des personnages et leur psychologie, en fait. Et j'ai adoré Mister Miracle, plus que Vision, même si j'avais beaucoup aimé aussi Vision. Mais quand on arrive sur Batman, en fait, moi, Batman, au début, j'étais le seul qui le défendait. Parce que je me disais, bon, voilà, quand il arrive avec Gotham Girl, jusqu'à ce qu'il arrive avec toute l'histoire avec le psychopirate, même quand Bane veut choper Batman dans Arkham, là, tout ça, moi, j'avais bien aimé. Puis on arrivait à l'arc de la guerre des rires et des énigmes, qui est excellent. Je l'ai trouvé vraiment excellent, mais au final, c'était un tout ça pour ça, en fait. C'est là que je me suis dit merde, et en fait, à partir de là, c'était vraiment tout ça pour ça. Et c'est que il fait monter vraiment le truc, le suspense, machin, et au final, ça retombe comme un soufflet. Et avec cet arc, c'était pareil. Et c'est dans cet arc surtout que j'ai vu qu'en fait, il arrivait vraiment à écrire la psychologie de Bruce Wayne. Ça, il n'y avait aucun souci. Mais quand il devait rebasculer sur Batman, il n'y a plus personne, en fait. Batman, pour moi, il sait vraiment pas l'écrire. Enfin, j'ai l'impression que c'est voilà, agreux, je suis le méchant Batman. Fait peur à ses ennemis, il n'y a pas vraiment d'enquête. Après, moi, j'avais bien aimé tout ce qui était tout le monde aime Ivy, celle que toi, G, tu disais que tu n'aimais pas. Ah ouais, c'est clair. Ou l'histoire avec, par exemple, avec Booster Gold qui cherche un cadeau de mariage pour Catwoman et Batman. Moi, j'avais bien aimé tout le monde aime Ivy, le postulat de départ que voilà, Ivy avait gagné, elle contrôlait le monde. Et après, voilà, de là partir, comment Batman allait pouvoir récupérer la situation. J'ai trouvé ça très cool. Mais tous ces numéros cool, autant je les ai trouvés sympas,
c'était en attendant le mariage, en fait. Et le mec, voilà, on sentait qu'il faisait traîner la chose pour arriver à son numéro 50, qu'il voulait faire coïncider avec le mariage. Et, voilà, et c'est vraiment ça, faire traîner pour faire traîner, quoi. Et au final, voilà, je vais un peu de déception en déception. Mais par contre, voilà, il y a toujours des bonnes surprises, comme l'arc avec Mr. Freeze, la reprise de 12 hommes en colère. Moi, je trouve que 3 numéros, c'est nickel. Il en fallait pas plus. La façon, voilà, où il repart de 12 hommes en colère en ajoutant vraiment le côté mystification de Batman envers les simples mortels. Enfin, je trouvais que c'était génial, quoi. Mais après, voilà, j'ai continué un peu à lire en VO et on repart dans un autre truc. Voilà. Ils vont un peu du rêve à chaque fois, qui va changer Batman pour des générations à venir, machin, mais je sais pas. Enfin, maintenant, j'ai vraiment du mal à le croire. Et pour moi, Tom King, voilà, c'est vraiment le mec. Tu le laisses sur une série de 12 numéros en roue libre, voilà, avec des personnages un peu sympas, il te fait un truc génial. Batman, voilà, comme disait Dramoun, c'est beaucoup trop long pour lui. Et puis voilà, il sait pas écrire la psychologie de Batman, mais il sait écrire celle de Bruce Wayne. Mais Batman, pour moi, il n'arrive pas, quoi. Et j'aimerais voilà retrouver ce Batman détective, parce que voilà, quand on voit Batman Metal partir dans l'espace, les univers parallèles, les costumes, pour moi, Batman, enfin, c'est bien sympa de le voir dans la Justice League, mais il a rien à foutre dans des histoires, voilà, bon, même si voilà, c'était Snyder. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi DC a laissé Snyder s'immiscer un peu dans la continuité de Batman avec ce Batman Metal. Pour moi, tu donnes les clés à un artiste, là, tu le laisses faire son run tranquillement. Enfin, voilà. Et voilà, moi, j'aimerais bien retrouver un Batman détective. Voilà, comme tu dis, quand Ra's al Ghul appelle détective, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et on a plus ça, les enquêtes dans les bas-fonds de Gotham. Ah ouais. Moi, enfin, le Batman qui est quasiment l'égal des dieux, ou même parfois même plus fort que les dieux. Il y en a qui aiment beaucoup, pas de souci, mais putain, moi, c'est pas mon préféré du tout, quoi. Mais pas du tout. Non. Ça sonne faux, en fait. Enfin, oui, Batman, c'est un génie, oui, machin, mais enfin, putain, Batman, c'est un simple mortel, quoi. Puis le voir... Une fois ou deux, c'est le Deus Ex Machina qui va te résoudre la situation, ok, très bien. Mais après, à un moment donné, trop, c'est trop. Enfin, à un moment donné, Batman, ok, il vend beaucoup, mais à un moment donné, on lui en fait trop porter sur ses épaules. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur la manière de Tom King d'écrire Batman, moi, je trouve que c'est caricatural, quoi, au bout d'un moment. C'est centré que sur sa psychologie, que sur ça, et il en oublie tout le reste, quoi. Et Batman, si sa psychologie, sa part d'ombre, sa tristesse, ses deuils, ça a forcément une importance absolument capitale dans la construction du personnage. Ce n'est pas que ça. Et là, ça fait 50 numéros que c'est que ça. Alors, je me garderais bien d'avoir un avis... tranché et inéluctable sur son run, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà on peut changer d'avis, on peut évoluer, on peut voir les choses différemment sur une deuxième lecture, même si ça part mal, mais puis en plus on n'a pas la fin, donc il nous promet une fin du tonnerre de Dieu, dont acte. Ok, je note, je suis pas du tout certain que ça arrivera. Maintenant faut voir, mais ouais, autant j'étais vraiment hypé au début de découvrir un petit peu ce qu'était capable de faire Tom King sur Batman. Moi, toute la partie avec Bane, j'avais bien aimé. Ouais, et moi tout aussi, à l'heure, je voyais Nomalaise qui avait adoré la partie la guerre des rires et des énigmes. Moi, c'est à partir de là, très exactement, que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. J'ai trouvé ça... moi, c'est vraiment à la fin, en fait, cet arc, vraiment, quand t'as la révélation, parce que c'est Bruce Wayne qui explique toute cette histoire qui se situe à l'an 0, au début de Joker et d'Edward Nygma, et tu te dis, à la fin, t'as tout ça pour ça, en fait. C'est ça ta révélation, c'est ça ton grand secret. Tu fais, ok, d'accord.
Tu vois, il y a plusieurs réactions sur le chat. Il y a Dragnir qui nous dit Batman n'a pas été street level détective depuis 5 ans à minima. Ouais, bien à minima, ouais, c'est clair. Et je trouve, pour le coup, je pense que c'est dommage. Et je pense sincèrement qu'il est surutilisé. Le Duc du Tromblon qui nous dit il veut tellement le montrer en mec qui souffre que ça en devient débile. Tout à fait d'accord. Jules qui nous dit putain, j'ai l'impression d'entendre James Cameron sur Terminator depuis 10 ans. Ça tourne en rond, Batman. Sam Ryu qui nous dit ça. Ouais, voilà. Après, faut voir un petit peu comment ça va se résoudre cette affaire. Mais là, ouais. On s'attarde sur son Batman. Mais il n'y a pas que ça. Moi, si je devais terminer sur le Batman, je trouve surtout que il reste toujours sur le même point, un peu du coup sur le développement Bruce Wayne Batman, quoi, les deux personnalités. Et je pense que ce qui fait par exemple la différence par rapport à un run comme celui de Snyder ou Morrison, etc., c'est que les autres personnages, moi je pense notamment au commissaire Gordon et à Alfred, ils sont finalement sous-exploités, contrairement au run précédent. On les retrouve pas, ils n'ont pas de personnalité réelle, ils sont pas présents dans le récit. Et c'est là où ça joue, je trouve, parce que moi, je prends Snyder pour être le plus récent. C'est un run qui est décrié, mais Snyder, c'est un run où on voyait un vrai Alfred. Un Alfred qui disait qu'il avait plus envie qu'il soit Batman, qui était un peu devenu un peu comme un père et qu'il n'a pas envie de voir son fils souffrir. Tu vois, un peu cette vision-là. On voyait un Gotham qui était devenu vraiment un personnage à part entière, quasiment. C'est cliché de dire ça, mais la ville de Gotham est un personnage. On voyait un Gordon qui était tellement présent que les derniers tomes, c'est Gordon qui a le costume. Donc, ça montre que ces personnages-là étaient utilisés. Tom King, il les utilise vraiment pas. Il se concentre depuis 70 épisodes sur la dualité entre Batman et Bruce Wayne. Quand tu prends la guerre des rires et des énigmes, c'est Bruce Wayne qui te raconte une histoire de Batman. C'est vraiment, en fait, et ça tourne que autour de ça. Il y a aussi la relation avec Catwoman, etc. Mais la relation avec Catwoman vient dans le traitement de Bruce Wayne. Mais c'est ça le problème, et qu'il ne s'appuie pas assez sur d'autres persos. Les persos, on les voit pas assez, ils interagissent pas assez, et c'est ça qui est frustrant. Mais après, si on revient par contre sur Tom King en général, je pense que Tom King est réellement parfait et sans doute l'un des meilleurs auteurs actuels pour les séries en 12 numéros. Il n'a pas fait, que ce soit Sheriff of Babylon, Mister Miracle ou Vision, il n'a pas fait de fausses notes, il maîtrise bien, c'est le bon nombre de numéros pour être bien rythmé, pour qu'il installe bien ses éléments, bien ses persos, qu'il les développe très bien. Je pense comme il sait comment il commence et qu'il sait comment il termine, il a tout le loisir de développer comme il sent. Et là-dessus, par contre, il est parfait, quoi. Il fait un travail sur Mister Miracle, c'est la folie. Sincèrement, il faut le dire, c'est affolant. Ouais, c'est clair. Et pour moi, je pense que c'est un écrivain qui est fait pour les maxi-séries de 12 numéros, entre 8 et 12, quoi. Mais il n'est pas fait pour une ongoing, parce qu'une ongoing, la plupart des auteurs, tu commences, tu sais pas jusqu'où tu vas, tu sais pas combien de numéros tu vas forcément faire, vu que des fois certaines séries sont annulées comme ça. Le mec, il était arrivé, il venait de commencer, il disait qu'il avait des idées pour 100 numéros. Ah, putain. Mais du coup, ton fil rouge, dérouler un fil rouge sur 50 numéros déjà, on l'a vu, c'est pas si facile. Même Snyder l'avait reconnu que c'était sur 50 numéros, c'était difficile. Alors déjà sur un rythme bimensuel, quand t'as pas l'habitude, je sais pas si c'est bimensuel, bimensuel, quand tu fais 2 numéros par mois, quand t'as jamais écrit d'ongoing sur le perso principal, c'est lourd, hein. C'est pas facile, et je pense qu'il est pas, pour moi, il est pas frais pour faire vraiment des grosses ongoing. Il est fait pour faire des bonnes maxi-séries qu'il maîtrise très bien et qu'il a montré par le passé, qui sont toutes excellentes dans des genres complètement différents, du super-héros comme du non-super-héros, du super-héros avec des références comme du super-héros un peu nouveau, mais là-dessus, il excelle. Mais une grosse ongoing, c'est là où il excelle. Et toi qui as lu Sheriff of Babylon, est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu cette série, nous dire à combien elle est chez Urban, tout ça, nous vendre un petit peu ce truc, parce que moi je l'ai pas lu, je suis assez curieux du coup de la découvrir, cette série. Sheriff of Babylon, c'est 12 numéros. De mémoire, c'est qu'un seul tome sur Urban. De mémoire, c'est 28 €, je crois. Et c'est au dessin, c'est Mitch Gerhardt, qui est aussi le dessinateur qui a fait
Mister Miracle. Et du coup, ça se passe lors de la guerre d'Irak. En fait, on suit un soldat un peu commandant qui va se retrouver à enquêter, entre guillemets, avec un ancien policier, de la police irakienne et une Irakienne, on va dire, qui a un poste important. Et c'est très très bien amené. Je pense qu'on ressent complètement peut-être son passif qu'il a eu en Irak ou une histoire comme ça qu'il a pu connaître. Mais c'est très bien amené. On est dans le sujet de prédilection, on est dans le sujet de la, comment dire, de la dépression comme il aime bien, etc. Mais c'est excellent, c'est un poil violent par moment, je trouve, sans que ce soit réellement nécessaire. Mais bon, après, ça apporte aussi du cachet à l'histoire, donc c'est pas dérangeant. Donc c'est vraiment c'est un récit assez comment dire, assez poignant, je trouve, parce qu'il y a des moments qui sont un peu durs, des discours qui sont un peu durs, que ce soit vis-à-vis du traitement des femmes, traitement des enfants, la solitude des soldats quand ils sont sur le terrain, et la violence qui est présente. Et ouais, c'est vraiment, c'est un tout autre registre, mais ça reste pareil pour moi, c'est une de ses œuvres majeures, et sûrement son œuvre la plus personnelle qu'il ait pu livrer, je trouve. D'accord. Et je crois que c'est à 28 € chez Urban, hein, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est ça, hein. Je crois, C'est hein. en un seul tome. C'est Ouais. un peu particulier parce ils ont choisi une cover qui est, on va dire space. Elle donne pas du tout l'esprit de ce qui va se passer dans le comics, hein. C'est un peu spécial. Moi, je suis surpris de ce choix-là de cover. Mais non, c'est du très bon. 28 €. D'accord. Voilà, après, je sais pas si vous voulez parler de Vision éventuellement. Moi, je crois que non, c'est pas le premier truc que j'avais lu de Tom King puisque c'était le Batman. Mais ouais, la promesse de lire Vision, voilà, tout de suite, j'avais pas forcément envie de lire du Vision. Il faut reconnaître que c'était très très bon. Ben voilà. Et je me demande aussi s'il est quand même pas très très doué sur des personnages secondaires. Mais bon, et avec des psychologies particulières. Moi, qui suis un monomaniaque de Hulk. Étant donné que Hulk a quand même un gros parti pris psychologique, hein, on va se dire qu'il a quand même un grain à nerf. Je serais assez curieux de voir ce qu'il aurait pu faire dessus. Mais vraiment, c'est par curiosité, hein, plus qu'autre chose. Je vois que le Coin Comics confirme. Spider-Man, t'as adoré Vision, je crois. Que Bah, toi, t'as adoré Vision. Tu peux nous en parler, toi. Vision, j'avais bien aimé, mais j'ai préféré Mister Miracle. Mais Vision, Ouais. non, c'est voir vraiment Vision avec ce personnage froid des Avengers. Voilà, il n'y a jamais vraiment d'histoire qui se concentre sur la vie de Vision, quoi. Et voir Vision se créer une famille de synthézoïdes, voilà, des intelligences artificielles avec des personnalités propres, et voir interagir avec, et apprendre un peu ce qui est voilà, le quotidien d'une famille, l'humanité, tu vois. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa. Il gère le truc vraiment bien. En plus, je crois que la série avait eu un prix, je crois. Oui, mais Mister Miracle aussi. Mister Miracle, c'est génial aussi. Et si je ne dis pas de conneries, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure vite fait. Alors voilà, il y avait une rumeur qui est sortie aujourd'hui comme quoi Tom King finalement irait pas au-delà des 100 tomes, des 100 épisodes. Bon, on va pas se gosser d'une rumeur, ça n'a aucune valeur, on s'en fout. Merde, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je suis parti sur ça, je sais plus ce que je voulais dire. Zut. Comme un con. J'ai mangé. Sur Mister Miracle, il arrive vraiment à s'immiscer vraiment dans l'intimité de Big Barda et de Mister Miracle. Ouais. Et c'est vraiment poignant, quoi. T'es vraiment dans leur vie, dans leur intimité. Et la narration, elle est excellente. Il arrive à vraiment faire rentrer dans des situations voilà, d'action, des conversations tout à fait banales. Il jongle vraiment avec ça. C'est vraiment ça. Moi, je suis. Ouais. Après, faut voir un petit peu comment. Je suis curieux de voir comment il va terminer son Batman. Je sens qu'il va nous saloper ça comme personne. Je pense aussi. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être vilain. Messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter sur Tom King, on peut continuer encore un petit peu.
Sinon, on peut C'est bon. éventuellement passer aux questions des auditeurs. J'ai un peu peur, parce que si vous n'avez pas de questions, je ne vous cache pas qu'on va être on va pas être bien. On en a déjà une. Alors, Bah, vas-y, je t'en prie. c'était la question de Diaoul, je crois, du début. As-tu lu Superman tome 0? Eh bien, entre le début et la fin de ce Tu n'as pas podcast, eu le temps de le lire? non, toujours pas, malheureusement. J'ai toujours pas eu le temps de le lire, mais par contre, j'ai qu'est-ce que t'as lu foutu Kingdom. Et Kingdom, c'est très bien. Voilà, je vous le conseille. Et Superman de Bendis, moi j'ai bien aimé. Le tome 0 et le tome 1. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Je sais qu'apparemment le rythme de l'histoire en VO ça passait mal. Un Mais toi, numéro pour un numéro. t'es optimiste. Voilà. Mais non, mais franchement. Si je devais qualifier Spider-Man, il aime tout. Il est optimiste. Il n'y a rien qui le dérange. Non, ça c'est faux parce que Bendis, je suis resté fâché avec lui. Les derniers trucs qu'il a fait chez Marvel avant de se barrer chez DC, franchement, c'était vraiment merdique, mais vraiment. Et c'est pour ça, vraiment, je partais vraiment sur un mauvais a priori, j'étais vraiment sur mes gardes, mais finalement, non, c'est vraiment plutôt sympa. Il y a Jules et Nico qui Jules du coup qui nous demande ce n'était qu'un rêve. Peut-être. Peut-être pas. Non, c'était bien un podcast en direct. Dragnir qui nous dit j'aimerais bien voir Tom King sur Swamp Thing ou Dog Fate par exemple. Ce qu'il veut, mais pas Batman. Après, il y a Fate, ouais. et Heroes in Crisis. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ça, je suis curieux. Il manque un seul numéro pour Heroes in Crisis. Hein. Ouais. Il y en a 8 sur 9 qui sont sortis de mémoire. Et c'est épatant parce que par contre, la série du coup marche plutôt bien, mais les critiques sont très partagées. Il y a des critiques très très positives et il y a des critiques qui défoncent le titre, mais vraiment quoi, vraiment défoncer. C'est un peu surprenant de voir un tel écart des avis entre guillemets sur ce titre-là. On a Diaoul qui nous demande si on a un avis sur les X-Men Grand Design, que je n'ai pas lu. Donc Spider-Man, je crois que tu l'as lu toi. Non, je ne l'ai pas lu non plus. Ah merde. Le tome 1 édité chez Panini est excellent, par Triscore, c'est excellent. Et le tome 2, il est sympa, quoi. En fait, le tome 2 est bon, mais je le trouve pas au niveau du tome 1. Et comme le tome 1, il m'a mis une claque, il m'a vraiment mis une grosse claque. Le tome 2, du coup, le sentiment de déception parce que tu compares à trop, quoi. Mais ça reste, moi je trouve ça a du très bon, c'est un très bel hommage aux X-Men et ça reprend bien cette ambiance et tout. Non, on retrouve un peu ce côté des X-Men qu'on aime, quoi, nostalgie des X-Men qu'on aimait bien. C'est-à-dire sur l'échelle de Kingdom, tu le places comment? Mec, il a des échelles de valeur improbables. Improbable. Il mesure, Kingdom, ça fait 3 semaines, je mesure ma vie par rapport à Kingdom. Aller chercher mes gamins à l'école sur ou le bien fait qu'il n'y a pas de zombies. Il y a débat, faut voir. Il y a le Coin Comics, très bonne chaîne YouTube, d'ailleurs aussi. Je profite en passant le Coin Comics, très très bien. Si vous connaissez pas, c'est pareil, là, je sais pas d'où vous sortez. Il a plus de 3000 abonnés, c'est très très sympa aussi. Allez checker ses vidéos. Il y a Nolan qui demande si on a lu Paper Girl. Attends, parce qu'il y avait la question de. En plus, c'est sur Hulk, tu permets. Ah oui, pardon. Oui, parce que c'est sur Hulk, il est à fond. J'en ai que pour 20 minutes, d'accord? Pas plus, je déborderai pas. Non, il me demande si King sur Hulk, tu signes. D'un côté, j'ai envie de te dire oui, mais pas tout de suite, parce que Alewing est en train de faire un truc absolument mémorable sur l'incroyable Hulk, de l'immortal Hulk. Si vous n'avez toujours pas cédé aux sirènes pour suivre cette série, vous êtes des fous. Vous êtes marbrés parce que c'est la meilleure série du Fresh Start. C'est certainement un des meilleurs Hulk qui n'ait jamais été écrit. Et la suite me donnera encore plus raison dans ce que je vous dis parce que je le suis en VO et du coup, c'est tellement mortel. Vous allez kiffer, voilà. Mais voilà, King sur Hulk, oui, mais pas tout de suite. D'abord, allez, Wing, vas-y ma gueule. Si toi, t'as envie de faire 100 épisodes, tu peux, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a Nolan qui nous dit « Sinon, je suis le seul à lire Paper Girl et je fais une passe à Dramoon. » Moi, si un comics y a écrit Brian Cavogan, tu peux être sûr que je lis. Et tu peux être sûr que j'ai une érection quand je lis. Voilà. Si vous entendez... Tout à l'heure, vous croyez que c'était le clavier. Non. C'était pas le bruit du clavier. Le comics ne tire pas sur ses genoux, du coup. Non, Paper Girl...
Paper Girl, c'est très sympa. C'est très sympa. Alors, c'est pas la meilleure série de Brian K. Vaughan, je vais être honnête. Hein, c'est pas ma série coup de cœur de lui, même si j'aime beaucoup. Et là, il y a le tome 5 qui vient de sortir il y a une semaine, je crois, un truc comme ça. Et de mémoire, ça sera en 6 tomes, parce qu'on approche de la fin de la publication en VO. Donc, on s'approche de la fin de l'histoire, quoi, prochainement. En 2019, c'est sûr Ouh, que c'est terminé. ça sent la chronique dans la rubrique geek, cette histoire. Il y a Dragnir qui nous demande, est-ce que vous avez lu Marshall Law mes loulous? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le personnage de Tekken, le jeu vidéo? Non. Parce que pour moi, C'est- Marshall Law, c'était un personnage que j'utilisais pour poutrer mes potes au collège. Mais c'est pas plus. Marshall Law, ça se rapproche plus de Judge Dredd en fait. D'accord. Mais je l'ai pas lu. Je l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma liste. J'ai le sentiment que Marshall Law, ça va vachement parler à tous les, comment dire, à tous les lecteurs qui sont adeptes des comics vraiment un peu irrévérencieux britanniques comme on a pu avoir, quoi. Je pense que ça s'adresse vraiment à ce lectorat-là, donc les fans de Just Dread ou les trucs comme ça. C'est mon sentiment. Peut-être que Dragnir va me contredire. N'hésite pas à nous dire, mais moi j'ai le sentiment que ça s'adresse à ce lectorat, quoi. J'aime bien la question de Jules. Ça fait un peu. J'ai envie de la poser, tu vois, comme si tu étais sur un marché, tu vois, avec des vieilles. Et Black Hammer, alors? Ils en pensent quoi? Hein, Black Hammer? Et alors? C'est quoi votre avis sur Black Hammer? C'est très bien, Black Hammer. Excellent, Ah, Black Hammer. ouais, c'est top. Ouais. C'est excellent. Et Même les Black Hammer, séries dérivées sont géniales. le Oh, Black non, Hammer, au c'est final, ça doit être quoi? Je pense que ça doit être le meilleur univers de super-héros créé, comment dire, créé ces dernières années, parce qu'au final, je te rends compte qu'il tient bien sa mythologie pour le moment. Il a des séries annexes, les histoires se tiennent bien, etc. Moi, je suis vraiment étonné de ce qu'a réussi à mettre l'émir en place. Hein. Et je suis agréablement surpris. Au début, sincèrement, j'y croyais pas moyen, parce que l'émir, c'est pas non plus n'importe qui. Mais non, franchement, il maîtrise bien son truc. Il a fait des histoires un peu annexes, des histoires dans le temps. Il a créé une vraie mythologie autour de son univers. Et moi, j'ai envie de dire chapeau. Hein. Il prend J'ai son envie de dire temps, en chapeau. fait. C'est ça qui est bien. Ouais. Moi, j'attends bien la suite et la suite de Gideon Falls, qui Ah m'avait oui. été conseillé par Benoît, le président de lescomics.fr. Grosse claque, Gideon Falls. Vraiment. Déjà en termes de scénario, boah, tu ressors de là, t'es poisseux, ouh, que ça fait peur. Et le dessin, oh, putain, la vache, putain. Oh, il envoie du lourd, mais c'était vraiment énorme, quoi. Ah non, c'est qui, c'est ça? C'est Sorrentino. Sorrentino. Dramoun, tu es adoubé par Dragnir, qui dit « On ne peut plus d'accord. C'est british et révérencieux, une déstructuration du mythe des super-héros, un habile mélange entre Dredd et Watchmen. » Putain, Oh, comme il le vend. putain. Il a fait merde. Il fait plus de podcasts sur les GG Comics, Dragnir, mais il a encore un bon jeu de jambes, l'ancien. Je te dis que... Du peu que je connais Dragnir, ça m'étonne pas que ce soit un titre qui lui parle, quoi. Ouais. C'est vraiment... ça va parler, je pense que ça va parler quand même à pas mal de personnes. Et puis l'édition, je suis passé à côté la dernière fois du coup à la librairie, et l'édition de Urban, en plus on en a parlé la dernière fois, ils ont lancé une nouvelle édition qui est Urban Cult, je crois, et c'est un bel ouvrage, je trouve. Ils ont changé un peu, la reliure ou un truc comme ça, j'ai l'impression, c'est ça. Et C'est ça, en fait, la reliure est rouge. Et ça rend super bien, je trouve. Ça donne un bel ouvrage. Il y a Jules et Nico aussi qui dit il paraît que Dr. Star tabasse donc Black Hammer. Et oui, Dr. Star, c'est aussi pareil, une série dérivée donc Black Hammer, et c'est vraiment génial, très touchant. Ah, j'ai pas voulu aller sur les séries dérivées. Financièrement. Ah, tu loupes quelque chose. Achète. Ouais, mais... Achète. Comment te dire, en ce moment, mon budget est imputé tous les mois pour une raison que j'ignore. Voilà quoi, donc je vais rester sur Black Hammer, la série principale, et je vais louper le reste. Mais à un moment donné, faut faire des choix budgétairement et aussi en termes de temps, hein, parce que quand tu as la pile de lecture qui monte, à un moment donné, ça ne sent plus rien, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On va pas tarder à s'arrêter après, les gars. On a Diaoul qui demande pour Oblivion Song. Ah oui. Et je sais que Mathieu l'a lu, ça. J'ai lu le premier et le 2 vient de sortir.
Très bonne, enfin, en tout cas, très bon départ pour la nouvelle série de Catman, avec un final assez voilà, cliffhanger de ouf. Et bah, du coup, j'ai pas encore eu le tome 2, mais ouais, je suis quand même impatient de le lire, quoi. Pareil. Moi, ça démarre vraiment bien, quoi. Pareil. Après, c'est toujours pareil, quoi. C'est financièrement, putain, tout acheter, c'est chaud, quoi. Et Oblivion Song, j'ai vu que JC, pareil, du collectif lescomics.fr, l'avait acheté, qu'il n'allait pas tarder à sortir une review. Et donc, je lui ai dit, je vais attendre de lire ta review, et si tu me confirmes que c'est aussi bien que le 1, je vais y aller. Mais d'abord, j'ai envoyé un espion. Et j'attends de lire sa review, et je vais voir si je vais y aller ou pas. Je suis pas sûr. Écoutez, je pense qu'on va peut-être encore aller prendre une ou deux questions et puis s'il y en a, parce que je vois qu'il n'y en a plus. Voilà, et puis sinon, je pense qu'on a passé quand même déjà une bonne petite soirée. Ça fait quasiment 1h50 qu'on est ensemble, ça va. On est assez soft encore, on ne dépasse pas les 2 heures. C'est plutôt bien, je pense que c'est correct pour un podcast. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, messieurs. Toujours content d'être ici. Voyons, c'était un petit oui, hein. Oui. Ouais, il a fait Tu veux que je reparte sur un Tu te laïus fais chier, toi, dis donc. Et tu veux que je reparte sur un laïus de 15 minutes? Moi, si tu remets une pièce dans le jukebox, je suis reparti, il n'y a pas de problème. À un moment donné, c'est vrai qu'on va devoir quand même libérer un petit peu tout le monde. Sinon, que vous dire? Deuxième épisode de la rubrique Geek. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé. On était pas mal, on était entre nous. C'était cool, il y avait encore beaucoup de monde. Ça fait super plaisir. Voilà, on va essayer d'ores et déjà travailler, si on peut appeler ça travailler. On va faire un épisode certainement au mois de juin, se faire plaisir avec toujours à peu près le même concept. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la construction du podcast, des idées, voilà, ce genre de choses, dans l'espace commentaire de cette vidéo, ou alors plus simplement en nous envoyant un petit message. Pour qu'on puisse discuter de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît moins, voilà, c'est interactif, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire qu'on accédera à toutes vos idées, mais c'est toujours bien de savoir si ça vous plaît, des trucs qui vous plaisent un petit peu moins. Le but, c'est que nous, on s'amuse, qu'on passe un bon moment, et que du coup, vous aussi, voilà, on passe tous un bon moment tous ensemble. Et puis voilà, comme d'habitude, dans la bonne humeur et la convivialité. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Le mot de la fin, Dramoun, en un mot. Ravioli chinois. Chouette. Spider-Man, le mot de la fin. Ravioli chinois aussi. Ravioli chinois. Et quant à moi, ce sera crevette rose. Merci d'avoir écouté la rubrique Geek, ce second épisode. Un grand merci à Spider-Man, à Dramoun d'être là avec moi pour faire ce petit podcast, ce petit rendez-vous sympathique. Et merci à toutes les personnes qui sont passées sur le chat, dans ce live, qui partagent l'émission. Vous la partagiez pas, on s'en fout. Le plus important, c'est de kiffer. Merci à vous. On vous fait un gros bisou et on vous dit à très bientôt dans la rubrique Geek. Salut! À plus! Salut!